What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez Un Shit qui existe. Un Shit qui existe, c'est quoi? C'est un projet en fait que je me suis lancé l'année dernière, donc je m'étais donné le défi de lire 150 livres dans l'année, 3 livres par semaine, j'avais comme 2 semaines de break. Puis j'ai vraiment aimé ça en fait, faire ça m'a permis d'élargir carrément mes horizons littéraires. J'ai découvert des styles, des genres que j'aurais pas lus après ma barre, puis des auteurs en fait que j'aurais pas lus après ma barre. J'ai vraiment aimé l'expérience, puis cette année en fait j'ai envie de convertir ça en podcast pour en fait encore plus élargir mes horizons. Donc l'idée c'est d'inviter une personne puis de parler avec lui des 3 livres qui l'ont le plus marqué dans sa vie. Donc de cette manière-là, ça me permet encore plus d'élargir mes horizons. Puis cette semaine, pour commencer, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Thomas Levac. Merci beaucoup Thomas de prendre ce temps-là avec moi. Je te reçois, mais on est chez vous, là, on est dans ton studio. Merci énormément, c'est vraiment gentil. Plaisir, j'adore ton projet. Merci. Je trouve ça brillant. Je trouve que je voulais participer. Je trouve que c'est important. Là, en plus, il y a comme la nouvelle, le pas long de Trois-Rivières qui pense fermer les bibliothèques. Là, fait que c'était comme... Quand j'ai entendu ça, je montais tantôt puis j'ai entendu ça. Je sais pas pourquoi de ça. Ben, je sais pas si... Je veux pas partir des fausses rumeurs. Là, je sais pas si c'est tous les bibliothèques, mais je pense qu'ils voulaient comme couper des heures de bibliothèque puis enfermer certaines. Tu dis que le lundi, c'est fermé. Ouais, ben, en tout cas, je sais pas trop. Là, ça fait un tollé à Trois-Rivières. Bonne affaire. Bonne affaire. Ben, absolument. Là, je trouve ça tellement important. Je sais pas pour toi, mais moi, la bibliothèque, c'était comme un lieu vraiment central de ma jeunesse. C'était là où est-ce que j'allais perdre mes soirées, mes fins de semaine. J'ai découvert plein d'auteurs puis plein de trucs en allant là-bas. Puis je trouve ça triste parce que je me dis, c'est quand même un loisir qui coûte cher, la littérature. Là. Oui. La bibliothèque, ça offre une alternative. Pour les gens qui potentiellement voudraient pas garder les livres. Là. Moi, je suis très, très, très physique avec mes livres. J'aime ça comme plier les pages toutes, mais je trouve ça dommage, surtout pour les plus jeunes, en fait. Là. Mais bon, fait que c'est un peu pour ça que je trouve ça important de démocratiser la littérature, de faire en sorte que plus de gens lisent. Oui, la rendre accessible, bien sûr. Ouais, c'est super important. On a tout le temps l'idée que c'est grand, la littérature, puis c'est donc bien compliqué, ça prend du temps et de l'énergie. Mais justement, avec mon défi, je m'en ai rendu compte. Là, je lisais mes 3 livres, je travaille 40 heures semaine. Là, fait que c'est faisable, je pense. C'est sans tomber dans l'excès. Mais je pense qu'on a tout un peu de temps, en fait, qu'on peut trouver. Là. Un truc, des fois, que. Je pense qu'un des problèmes, des fois, qu'on aborde la littérature, c'est qu'on aborde ça comme étant un art. Mettons, il y a une hiérarchie, un art noble, un art plus important que les autres. Alors, quand on se met à lire, puis mettons, il y a un truc que j'entends souvent, c'est moi quand je lis, là, des fois, je lis une page, puis là, j'oublie, tu sais, comme tous les médiums. C'est absolument correct. Quand tu regardes une série, est-ce que tu te souviens de chaque scène? C'est ça. Quand tu regardes une série, puis je fais, c'est quoi, là? Il y a 3 scènes, qui parlait? Je sais pas. La littérature, c'est parfait. Mais même que c'est un médium comme tous les autres, comme la peinture, comme le cinéma, comme la musique. Des fois, tu prends ton album préféré, tu fais, c'est quoi la 4e chanson? Ah, la 4e chanson, je sais pas, mais il n'y a pas de problème. Ouais, l'important, c'est juste de vivre de quoi, en fait. Là. Exactement, il faut vivre de quoi. Ouais, 100%. Je voulais commencer en fait avec une question que je t'ai entendu poser plein de fois, mais que j'ai jamais entendu personne te poser. T'es né où et en quelle année? Je suis né à Montréal en 1988. Puis c'était comment grandir en étant Thomas Levac à Montréal en 1988? C'est très agréable, c'est très bizarre. Montréal, j'ai grandi en fait à Petite Patrie avant que ça soit bourgeoise. Alors c'est un quartier très étrange, un quartier où j'ai passé beaucoup de temps dehors, beaucoup de temps dans les ruelles, beaucoup de temps dans les parcs, beaucoup de temps à faire du vandalisme, beaucoup de temps à m'amuser. C'était une jeunesse assez... Moi, mes souvenirs de jeunesse, c'est dehors, en train de crier, dehors en train de faire du sport, dehors en train de me faire crier après par des adultes, en train de me promener, en train de trouver des... Je me souviens, nous, souvent, on se demandait comment tuer la journée. Il était 9h30, mes amis et moi, on s'appelait, on se retrouvait dans la ruelle, puis on s'est dit comment on se rend jusqu'à 6h pour souper. Puis on trouvait des moyens de s'amuser. On s'amusait, on criait, on marchait. C'était une jeunesse qui ressemblait beaucoup à Huckleberry Finn sans le racisme et sans les tensions raciales. C'était beaucoup de... Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ah, allons en Anjou. On n'est jamais allé à Anjou. Allons en Anjou en autobus. Allons jouer au football. Faisons semblant qu'on est dans GoldenEye. Beaucoup d'imagination dans ma jeunesse. Tu l'as mentionné, tu criais beaucoup puis tu vivais pleinement. Est-ce qu'il y avait une différence entre, mettons, le Thomas Levac adulte et le Thomas Levac jeune? Je sais que tu es quelqu'un qui est quand même assez loud. Là. La seule différence, c'est que je suis plus grand et j'ai moins de cheveux. Je dirais que c'est la seule différence entre Thomas à 8 ans et Thomas à 33.
Straight up. Il n'y a pas beaucoup de... Malheureusement et heureusement, ça dépend des points de vue. Ouais, ben, en tout cas, c'est bon de garder son cœur d'enfant, définitivement. Là. Ou, je suis... il y a Pierre Bourgault qui disait ça, je suis né vieux. Je considère que je suis né vieux. Je suis dans une famille monoparentale. C'est-à-dire que ma mère est décédée quand j'avais 4 ans. Je ne suis pas né dans une famille monoparentale, ce serait difficile. Surtout quand c'est ta mère qui décède. Alors, très, très tôt, j'ai été obligé de devenir un adulte. J'ai été traité en adulte. J'ai agi en adulte. Alors, peut-être que la raison pourquoi je suis comme ça, c'est que j'ai pas vraiment eu d'enfance. Fait que là, t'as comme étiré ça un peu, puis t'en profites. Ou que j'ai jamais eu d'enfance. Fait que j'ai l'impression que je suis un adulte depuis super longtemps. OK. Comme des fois, je parle à des amis. T'sais, moi, j'ai jamais eu d'heure d'entrée. J'ai jamais eu d'heure de... Mon père, très tôt, il savait pas j'étais où, puis c'était pas un enjeu. J'ai jamais eu... Par rapport à l'art, je pouvais regarder, écouter ce que je veux. Ça n'a jamais été un enjeu. Mon père m'encourageait à écouter ce que je voulais, que ce soit vulgaire, violent, sexiste sur certains... Pas qu'il m'encourageait à être sexiste, mais des fois... 100%, là. Ça t'a-tu aidé à développer un œil critique assez jeune, ou est-ce que tu consommais de la culture de masse? Oui, j'ai toujours aimé les mélanges. Autant tu t'intéresses... J'aime autant m'intéresser au dernier album de Taylor Swift, mais si on me propose un album d'un groupe indépendant que personne ne connaît, ça va m'intéresser aussi. Je suis d'avis que la culture t'offre plein de choses différentes. Quentin Tarantino a dit quoi de génial. Il avait dit moi, je suis d'avis que si tu fais écouter des films violents à quelqu'un, il ne va pas devenir une personne violente, il va juste devenir un cinéaste violent. Et je crois que c'est la même chose. Je pense pas que ça a une influence sur qui je suis. Ça a une influence, par contre, sur... des fois, je le vois dans les soirées d'humour. Je suis prêt à aller très, 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 très loin, mais c'est pas tous les spectateurs qui vont embarquer dans le voilà, c'est donc pas élevé ce que tu dis. Alors, je pense pas que ça a une influence négative sur moi. Ça a juste une influence où j'aime ça repousser les limites quand je fais de la création. Ben, tu t'en parles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient trop ça de manière hermétique, là, justement. Là, on parlait des catégories de la hiérarchie de l'art, mais il y a aussi la hiérarchie de comme toi t'aimes la pop, c'est pas bon. Moi j'aime juste le jazz un peu obscur. Je trouve ça intéressant de justement être capable d'aller chercher des référents des deux côtés. Ça te permet de communiquer avec plus de monde. Quand ces gens-là ont les mêmes référents, là, comme tu dis, si t'es dans une soirée d'humour puis que tu fais une joke qui est un peu plus poussée puis que les gens veulent pas embarquer dans le délire, c'est plate, ils n'ont pas le référent, mais à un moment donné, toi, au moins, tu as fait l'effort d'essayer d'aller les chercher. Là. Moi, des fois, c'est pas une question de référence, c'est une question de c'est peut-être pas une bonne idée de rire de ça de cette manière. Puis, à quel âge tu as été initié à la littérature? Est-ce que tu te rappelles? Je lisais beaucoup entre 12 et 16 ans. OK. J'ai toujours eu des livres chez moi. Ça a toujours été très important la littérature. Avant d'être initié à la littérature, j'étais beaucoup... pas confronté, mais je voyais tout ce qui est journaux. Si on parle des auteurs qui m'ont le plus influencé, Pierre Follia. Moi, très tôt, mon père me dit « il faut que tu lises Pierre Follia ». Je dis « OK, papa, je vais écouter Pierre Follia ». Très tôt, je lisais la section des sports, ensuite la section des arts, et ensuite, j'ai commencé à lire. Mais initié à la littérature, je sais pas si c'est de la littérature, mais c'est un livre, en tout cas, puis il y avait des mots. J'ai commencé à lire avec Dragon Ball. Okay. Le premier livre qu'on m'a acheté, que mon père m'a acheté, c'est Dragon Ball. Je lisais ça au primaire. Fait que j'ai commencé avec le manga Dragon Ball. Puis as-tu continué dans ce même style-là, les mangas, ou à l'âge de 11 ans, j'ai arrêté. OK. J'ai fait, c'est plus pour moi. Puis c'était quoi tes coups de cœur, mettons, quand tu étais jeune, littéraire, là? Tu te rappelles-tu, en fait, de ce que tu lisais, ou... Pas vrai. Pour vrai, je m'en souviens pas. Je m'en souviens vraiment pas qu'est-ce que je lisais à l'âge de 12 à 16 ans. J'ai commencé à avoir des souvenirs très forts de ce que je lisais à partir de l'âge de 16 ans quand j'ai commencé à lire Charles Bukowski. OK. Ça, c'est le premier où j'ai fait OK, ça, c'est un écrivain que j'adopte à l'âge de 16 ans. À 16 ans, c'est comme le... Parfait! C'est l'âge parfait. Pour l'âge parfait. Si t'as 36 ans, j'ai commencé à lire Bukowski, tu penses pas que tu vas embarquer. Ouais, non, c'est ça. Il y a des... En tout cas, il y a des passages plus heavy un peu avec Bukowski. Il est super intéressant. Puis il y a plein de gens qui ont tenté de les limiter après. Puis, dont moi. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont mal imité, malheureusement. Parce que, tu sais, c'est justement, il y a comme cette nuance-là, je pense, avec Bukowski, de comme on tombe dans le très trash, mais comme c'est maîtrisé, puis je vous amène à quelque part. Puis il y a plein d'auteurs
entre autres Frédéric Beigbeder, que je trouve que c'est comme un peu le Bukowski des pauvres, là, tant qu'à moi. Là, ou des riches. Ouais, ou des riches, ça reste à voir. Parce qu'il est très très riche, là. Il vient d'une famille. Je me Pour vrai, non, je sais. Ah, il vient d'une famille extrêmement riche. Ah, ouais. Oh oui, il a grandi dans un manoir. OK. Il est riche de chez riche, il n'a jamais eu à traiter de sa vie. Il est riche, oh oui. Ben, je sais qu'il n'y a pas eu un petit bout où est-ce qu'il faisait de la pub. Oui, mais c'est pas qu'il avait besoin de travailler, Ouais. s'il avait envie de travailler. Ouais, tu m'as l'air dans la pub. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Ben, mais... c'est un aristocrate. OK. Ben, ça me surprend pas tellement, en fait, quand je repense aux lectures que j'ai faites de Beigbeder. J'avais lu 99 francs pour commencer, puis après ça, j'ai lu Nouvelles sous extasie. Puis la suite de 99 francs, là, puis c'était de pire en pire, on aurait dit. Là, 99 francs, j'ai adoré. Là, je trouve que c'est un très bon roman. Après, ça s'est gâté. Mon préféré de lui, c'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai lu de lui. Soit mon œuvre favorite d'un artiste, c'est la première œuvre que je lis. OK. Et moi, j'ai lu Windows of the World. Et il s'imagine qu'est-ce qui se passe dans le restaurant dans le World Trade Center le 11 septembre 2001. Génial. Ouais, ça peut être... ça, je trouve ça réussi. Ça. Parlons-en de Beigbeder et de ses collègues. Ben, il y a Houellebecq que tu as choisi dans tes livres. Oui! Qui sont amis! Ouais, ben... Non seulement ils sont amis, mais c'est un personnage dans la carte du territoire. Je savais pas. Dans la carte du territoire, Houellebecq est un Houellebecq est un personnage dans son roman, dans la carte du territoire. C'est pas le personnage principal, c'est que le personnage principal, une fois, il rencontre Michel Houellebecq, qui se suicide dans le livre. Et aussi, Beigbeder est un personnage dans la carte du territoire. Let's go. Je pensais commencer avec Chercher Sam, mais je pense que tant qu'à être sur le sujet, en fait, j'ai le goût de parler de Plateforme de Houellebecq que tu as choisi. Oui. C'est pas le livre le plus connu nécessairement de Houellebecq. C'est mon préféré. Est-ce que c'est le premier que tu as lu ou... J'ai décidé de commencer par quelque chose de difficile. Et j'ai commencé par Les particules élémentaires. Excuse-moi si je me suis trompé de titre. Sont bien des gens qui disent qu'ils sont classiques. J'ai lu les particules élémentaires, j'ai adoré ça. Et c'est quand j'ai lu Plateforme, j'ai dit « Oh, c'est bon. » Pas que j'aimais pas l'autre, là, mais c'est en lisant Plateforme, j'ai dit « Ah, ça, c'est mon préféré. » Tu vois, moi, ça a fait le contraire. Tu m'avais conseillé Plateforme. Je l'ai lu, puis après ça, je me suis dit, bon, j'avais peut-être une idée déjà préconçue de ce qu'est Houellebecq, là, parce que ça reste un personnage super sulfureux, qui est très vocal sur plein de sujets qui me rejoignent moins. Mais après ça, j'ai lu Particules élémentaires, puis ça a été le contraire. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce livre-là. Plateforme est bon aussi. Là. Je trouve que dès le début, en fait, on rentre vraiment dans l'univers de Houellebecq. L'Incipit, je voulais en faire la lecture, justement. Il dit « Mon père est mort il y a 1 an. Je ne crois pas à cette théorie selon laquelle on devient réellement adulte à la mort de ses parents. On ne devient jamais réellement adulte. » Qu'est-ce que tu penses de cette citation-là? Brillant. Je trouve ça brillant. Je trouve ça brillant qu'on ne vit jamais adulte puis que c'est une idée. Je trouve ça brillant. Ça, c'est... En tout cas, déjà, il m'a eu. Là, moi qui est père depuis 2 ans, même, moi, je m'étais dit, je vais être père. Je vais un saut de maturité puis de sagesse. Non! T'es le même imbécile, mais qui a moins dormi, qui mange mal. Et là, il faut que tu t'occupes d'un être humain puis tu fasses de lui un citoyen. Juste plus de responsabilité, en fait. Là. Puis là, ça continue, puis ça devient très Houellebecquien. Il dit « Devant le cercueil du vieillard, des pensées déplaisantes me sont venues. Il avait profité de la vie, le vieux salaud, il s'était démerdé comme un chef. T'as eu des gosses, mon con, me dis-je avec entrain. T'as fourré ta grosse bite dans la chatte à ma mère. » Brillant! Mais ça part! Ouais, ça donne le ton, mettons. Ça part! Ouais, ça donne vraiment, vraiment le ton sur ce qu'on s'apprête à lire, parce que c'est un livre qui a à peu près le même registre. Là, c'est très diminutif de dire ça. Là. Il y a plusieurs registres dans ce livre-là. Ah, mais c'est ça le livre. Mais, oui, tu viens de le dire. Si t'as pas aimé ce passage-là, non. Ouais, ça se peut que le reste du livre... tu vas détester ça, c'est pire. Mais je trouve que c'est quand même une proposition... qui est intéressante, en fait. Puis, justement, je pense que, il y a cette idée-là avec Houellebecq. Je pense qu'il sait qu'est-ce que les gens pensent de lui, puis c'est comme je vais vous donner 100% ce que vous vous attendez, mais je vais quand même vous prendre dans le détour un peu. Là. La fin, d'ailleurs, on reproche qu'il est misogyne, on lui reproche souvent aussi d'être islamophobe. Ça finit, je spoil la fin, là, mais ça finit avec un attentat qui est organisé par des gens de foi musulmane. Son père aussi est tué par des musulmans. Le père Houellebecq, il me semble.
OK. Il me semble pas à Welbeck, mais dans le roman. Au Dans le personnage? roman. Ouais. Ouais, peut-être. Ben, je l'ai lu. À mon souvenir, ça moi, a un bout, là, que je l'ai lu. ça, c'est ce matin, je suis allé voir sur Wikipédia pour juste voir le résumé. Si je me trompe, pardonnez-moi. Son père est tué. Oui, son père est tué par un musulman parce qu'il a couché avec la sœur du gars. Ouais. Oui, OK. Fait qu'il y a il y a 2 personnes de foi musulmane qui tuent des gens chers à lui. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, c'est super bien écrit quand même. Là. Tu sais, je veux dire, faut pas y enlever. Ça a une qualité littéraire qui est quand même assez exceptionnelle. Là. C'est très bien construit comme idée. Puis il y a une vision du monde qui, si tu y adhères ou tu y adhères pas, c'est ça qui est intéressant de Welbeck. Il y a une vision du monde qui est, à mon avis, fascinante. Maintenant, si tu trouves ça débile, pas ton temps avec ça, mais il y a une manière de voir la mondialisation, la sexualité, la solitude qui sont fascinantes, à mon avis. Même si tu n'es pas d'accord, je pense pas que tu perds ton temps tant que ça à essayer de comprendre, parce que justement, c'est important en fait de comprendre les gens qui pensent différemment de nous, parce que sinon, après ça, on se retrouve dans une discussion où est-ce que les deux côtés se comprennent pas. Fait que Très juste. c'est intéressant de faire le travail quand même, d'essayer de comprendre de où est-ce que ça part, tout ça. Puis comme tu dis, il y a des thèmes qui sont récurrents avec Welbeck, comme la mondialisation, comme la sexualité, qui sont des thèmes qui doivent être abordés de toutes les manières possibles. C'est justement comme ça je pense qu'on supprime certains stigmas puis qu'on peut arriver à comprendre un peu comment que les gens peuvent penser. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Plateforme, c'est un roman, si on le réduit vraiment à son essence, c'est un roman sur le tourisme sexuel. C'est l'histoire d'un homme qui hérite de la fortune de son père et qui décide d'aller faire l'amour en Thaïlande avec des prostituées là-bas. Et c'est tout le livre est là-dessus. Tout le livre est sur le tourisme sexuel et comment la mondialisation. Oui, je pense que le titre plateforme vient de là, en fait. Là. C'est une plateforme d'offres d'échange de misère, en fait. Là. C'est le vide occidental échangé. C'est intéressant parce que sur la page Wikipédia, il y a le gars qui vient de la page Wikipédia et qui fait juste citer ça. Là. Selon BetBG, qu'on a parlé, il dit que il y a un passage dans le roman où le personnage monte un poteau électrique, puis qui est en haut, et qui se dit sur la plateforme, je peux juste rester là ou me jeter en bas. Puis il me dit peut-être que le titre plateforme vient de là. C'est la condition humaine. Est-ce qu'on se jette en bas ou on reste immobile? Peut-être ça aussi. Fait que déjà, c'est cool que le titre soit pas si clair que ça. Oui, ta proposition, ton hypothèse est géniale aussi. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, justement, un titre qui donne pas tout. C'est là où est-ce que l'analyse est intéressante. Il y a cette idée-là aussi, en fait, que le bonheur est instantané et éphémère, en fait, là, parce que Welbeck, pas Welbeck, mais le personnage de Michel, en fait. Il aime ça, j'ai un personnage qui s'appelle comment? Michel. Ça s'arrête là. En fait, c'est ça, il découvre l'amour pour la première fois avec le personnage de Valérie. Puis il se le fait arracher, en fait, très rapidement, ce bonheur-là. Puis je pense que j'ai lu à quelque part que Welbeck, il disait justement que ce qu'il voulait mettre de l'avant, c'était que, on a tendance à penser que le bonheur, c'est comme quelque chose qui s'installe, on gagne ça au fil des années, on se met confortable, puis là, après ça, c'est comme on est good to go jusqu'à la retraite. Puis, mais je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là qu'on n'aura pas une vie qui est linéaire. En fait, là, c'est tellement en dents de scie, la vie, puis c'est pas exprimé clairement que c'est ça, mais tu sais, la fin, la chute, c'est... ça peut pas être... pour moi, c'est sans équivoque, en fait, que c'est ce que Michel Houellebecq voulait nous dire dans ce roman-là. Je sais pas comment, toi, tu l'as interprété, cette fin-là. Premièrement, moi, les écrivains, je suis d'avis là, que les gens en création, le but premier, c'est pas toujours de passer des messages, mais de surprendre le spectateur. Et que la fin, c'est même de surprendre. Il s'est dit comment je peux surprendre mon lecteur. Je vais laisser croire que le personnage va enfin trouver le bonheur, puis il y a quelque chose qui va le rendre malheureux. Il y a cet aspect-là, à mon avis. Et aussi, je pense que, à mon avis, Houellebecq aime les tabous. C'est pour ça qu'il parle de sexualité, c'est pour ça qu'il parle d'argent, puis c'est pour ça qu'il parle autant de l'islam. Il dit que l'islam, c'est un tabou. Comment l'islam en Occident et l'islam en France, c'est un tabou. Alors, il en parle le plus possible. C'est une manière de jouer avec son lecteur. Puis il se dit, avec la liberté d'expression, je peux aborder ce que je veux. Et s'il y a un sujet qui est très difficile à aborder dans une conversation ou en politique, c'est l'islam. Alors, je vais l'aborder
en littérature, en création. Puis je trouve ça Ouais, fascinant. il y a un peu cette idée-là, justement, de potentiellement juste... Parce qu'il a consacré un livre au complet là-dessus. Je ne sais pas si c'est à telle plateforme, mais quelques livres après. Le livre après La carte du territoire, c'est-à-dire le livre le plus attendu de Houellebecq, il l'a consacré à l'islam. Il imagine un monde où, en France, le président est de foi musulmane et qui instaure des... c'est quand même... Ouais, ça l'obsède. Il se le permet. Ah oui, ça l'obsède. Et je comprends que je veux dire, ça l'obsède. Moi, je trouve que Houellebecq, c'est vraiment l'écrivain du 21e siècle après le 11 septembre. Il aborde les sujets après le 11 septembre. Il aborde le terrorisme, il aborde la solitude, il aborde la mondialisation. Il est très difficile de parler dans un monde post-11 septembre en Occident de ne pas parler de l'islam. Pourtant, est-ce qu'il en parle bien? Est-ce qu'il en parle mal? Ça, on peut en discuter longtemps, mais il en parle, puis ça, je pense que c'est nécessaire. Puis il n'arrête pas de dire hey, les musulmans sont violents et qui attaque les artistes. C'est souvent, je veux dire, il y a quelques mois, il y a Salman Rushdie qui s'est fait poignarder sur scène pendant qu'il faisait une conférence. Je peux comprendre, on peut le critiquer, je comprends. Est-ce que 100% tort? Difficile à dire. Ouais, ça c'est... I guess que l'histoire nous le dira. Là, on a comme... C'est encore récent quand même, le 11 septembre. Là, c'est là, déjà 21 ans, mais ça reste que de voir l'impact que ça a. Je pense qu'on commence à voir l'impact que ça peut avoir d'un côté comme de l'autre. I guess que l'histoire nous le dira s'il y avait tort ou raison. Probablement un peu des deux. Il y a pas de... Et c'est un artiste. Il s'amuse. Faut pas oublier que c'est un artiste. Il s'amuse avec les éléments qu'il y a devant lui. Allons-y. Tu l'as mentionné, il aime beaucoup trouver des personnages qui portent son nom. Ouais. Est-ce que tu es du genre... je sais que moi, je suis comme ça. Là, je suis du genre très voyeur à essayer de trouver des liens entre un œuvre et un artiste. Quelque chose que je devrais pas faire, d'ailleurs. Là, je considère que c'est mieux de prendre ça comme deux individus à part. Est-ce que tu es du genre à être un lecteur voyeur puis essayer de trouver des liens ou pour toi, c'est comme je lis le livre puis c'est tout ce qui compte pour le moment? En humour, je fais beaucoup ça. En cinéma, je fais beaucoup ça. En littérature, jamais. Mais par contre, ce qui est particulier en littérature, j'ai toujours l'impression que c'est tellement intime, la littérature. C'est un médium que tu fais. T'es seul, toujours. T'es seul avec l'auteur. T'as une intimité qui se crée. J'ai souvent l'impression que la plupart des écrivains, dans les histoires qu'ils racontent, ils mettent d'eux-mêmes. J'ai l'impression, je peux me tromper, peut-être que j'ai l'esprit fermé, tu passes tellement de temps seul devant du papier, devant ton document Word, tout seul dans une pièce. Bonne chance, pas parler de toi dans tes personnages. Ouais, c'est sûr que tu n'as comme pas le choix, en fait, là, de t'ouvrir un peu. Puis de toute manière, je veux dire, si c'est pas toi, c'est les gens qui t'entourent. Fait que, conséquemment, c'est un peu toi aussi, j'imagine. Bien dit. Il y a la théorie de la mimésis, en fait. Tu as parlé un peu de l'humour. Puis la théorie de la mimésis qui veut qu'en fait, l'art imite la réalité. Puis on se rend compte, en fait, plus que ça va avec le temps, que le contraire est en train de se créer aussi, là, que la réalité imite l'art. On le voit avec les films d'amour qui créent des standards, mettons, de qu'est-ce qu'un moment romantique. Puis je me demandais, en fait, est-ce que tu considères que ton art influence ta vie ou que ta vie influence ton art? Les deux. Je sais pas quoi. Vite comme ça, je sais pas lequel choisir qui a le plus d'influence. Mais je suis d'avis que c'est beaucoup plus ma vie qui est vite comme ça. Ben oui, les deux. Ma vie. Est-ce que ma vie... Depuis que j'ai un enfant, mon art a changé. Et depuis que j'ai un enfant, ça a changé mon art. Déjà que je vois les choses différemment. Mon empathie a changé. Mon rapport au temps a changé. Je n'accorde pas mon temps à n'importe qui depuis que j'ai un enfant parce que j'en ai moins. Fait que mon temps est plus précieux. Et avec les deux. Pour moi, c'est le yin et le yang. Tout est mélangé pour moi. C'est un échange carrément, dans le fond. C'est bien dit. OK. Parce que, tu sais, des fois, je me demande ça, tu sais, avec... quand on devient public, justement, tu sais, t'es quand même très out there. Là. Je me demande, tu sais, à quel point que les gens voient pas une façade, puis tu sais... j'aime pas ce terme-là, mais tu sais, comme le personnage, là, tu sais... Zizek a dit quoi de génial, c'est un philosophe. Et il a dit le masque que les gens décident de porter en dit beaucoup plus que ce que derrière le masque. Alors, t'en sais beaucoup plus sur moi avec ce que je projette, même si c'est pas vrai. Ouais, mais que tu veuilles que je sache que tu projettes ça, ça m'en dit plus. Je suis d'avis que le masque en dit énormément.
Ouais, ben c'est sûr qu'au final, c'est le masque que tu décides de porter, tu sais, dans le fond. Pourquoi tu as choisi que je sache Ouais, ça? Pourquoi tu répètes ça? Pourquoi c'est cet aspect de ta personnalité que tu mets de l'avant? Pourquoi tu répètes ce sujet-là? Pourquoi tu t'en reviens pas de ce thème-là? Ça en dit beaucoup plus sur toi que si tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec moi dans mon intimité. J'ai l'impression, oui, ma blonde me connaît beaucoup, mais quelqu'un qui écoute chacun de mes podcasts en connaît autant que ma blonde, sinon plus. C'est particulier, ça, quand même, hein, cette idée-là de se mettre de l'avant, tu sais, j'ai comme la misère à comprendre le désir de ça. Tu sais, moi, ça me stresse beaucoup. Je fais beaucoup d'anxiété sociale dans la mesure où est-ce que tu sais, je vais pas faire d'anxiété sociale, mettons, quand je suis dans une discussion, mais quand je sors, je suis tout le temps en train de réfléchir, tu sais. Puis je me dis, je fais ce travail-là quand c'est éphémère, tu sais, c'est une discussion, mettons que ça serait pas filmé en ce moment, j'arriverais chez nous et je serais comme, ah, ça, j'aurais pas dû dire ça, j'étais-tu wack quand j'ai dit ça. Fait que je me dis, tu sais, la permanence de ça, en plus, le désir de vouloir potentiellement se tromper, en fait, en étant diffusé, je sais pas, c'est quelque chose qui me stresse quand même pas mal, mais je trouve ça important, en fait, de se permettre de se tromper aussi, là, tu sais, Oui. Ça va toujours être imparfait, puis c'est correct comme ça, puis je trouve ça beau, en fait, de voir, justement, tu sais, d'un podcast à l'autre, que ce soit toi ou d'autres gens, il va y avoir une contradiction. Des fois, tu dis des trucs, puis c'est comme c'est zéro ce que tu disais dans l'épisode d'avant, mais je trouve ça vraiment important qu'on fasse ce travail-là. Puis c'est nécessaire, imagine pas changer d'avis. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Puis tu penses la même chose à 21 ans, puis à 39. Hein? Il y a un sacré problème, là. T'as pas évolué, voyons. J'aime mieux avoir tort qu'avoir raison dans cette mesure-là, où est-ce que tu sais, il y a une évolution. Là, Bien sûr! La prochaine fois, tu n'auras pas de l'air encore de l'estime imbécile. Bien sûr! Mais ouais, en tout cas, c'est toutes des questions que je me pose quand même souvent par rapport aux personnalités publiques. Tu sais, est-ce que ça prend une personnalité un peu mégalo? Est-ce que... Sans doute. Est-ce que... comment je peux formuler ça comme il faut? Est-ce que... il y a comme des enjeux pour toi d'être aussi public. Est-ce que tu réfléchis à comment... au masque que tu portes justement tous les jours? Bien sûr, j'essaie de pas dire n'importe quoi et j'essaie que ce soit clair. J'essaie que ce soit clair quand je fais de l'humour et quand j'en fais pas. Et je suis d'avis, je suis pas une personnalité publique, je suis un artiste qui propose des propositions artistiques. Et dans ces propositions artistiques, c'est dans le but d'amuser, c'est pas dans le but d'éclairer. Je suis pas un influenceur, je suis pas un maître à penser, je suis un artiste. Mon but, c'est de provoquer des émotions. Mon but, c'est que tu ris, que tu sois surpris, que tu sois choqué. Mon but, c'est de provoquer des émotions. C'est pas d'aider qui que ce soit, c'est tout le temps. C'est ça mon objectif. Je pousse ça de l'avant. Là. Il y a d'autres podcasts qui font, ils ont fait de la sensibilisation. Puis moi, jamais. Mon but, c'est de faire rire. Mon but, c'est d'amuser. Mon but, c'est quand les gens partent mes podcasts, viennent à mes shows, ils s'amusent. Maintenant, c'est pas parce qu'on s'amuse qu'on peut pas dire des choses intelligentes. C'est pas parce qu'on s'amuse que je peux pas pousser des idées que j'ai. C'est pas parce qu'on s'amuse que j'ai pas une tête sur les épaules. C'est pas parce qu'on s'amuse que je réfléchis pas. Avant tout, c'est de s'amuser. Je pense que c'est ça la belle nuance. 100%. C'est comme ça que je me défends. C'est que mon but, c'est amuser. Je trouve que ça va quand même en lien avec ce qu'on est en train de parler. Il y a le personnage de Valérie dans la plateforme qui elle ressent pas le désir en fait de séduire. Toi, est-ce que c'est un désir que tu ressens, que ce soit dans ta vie privée Toujours. Ou dans ta vie publique? Ouais. Mais pour le désir, séduire, c'est pas tout le temps séduire Non, dans un but d'avoir des rapports sexuels, mais je veux j'adore, c'est pour ça que j'aime autant les soirées d'humour, parce que les soirées d'humour, c'est des gens qui te connaissent pas. Alors tu dois très rapidement créer un contact avec une bande d'inconnus qui te regardent et qui espèrent que tu sois bon, parce que c'est tellement pénible. Quand tu montes sur scène, il y a toujours une anxiété avec le public de « Ah, d'un coup, il est plate. Puis là, pendant 10 minutes, il y a quelqu'un de plate qui parle. Oh. Fait que c'est vraiment le fun de jouer avec cette anxiété-là. Rassuré, j'adore ça. C'est aussi sur les médias sociaux, tu essaies de séduire les gens, tu essaies de convaincre les gens de te suivre. Hey, s'il vous plaît, ça vaut la peine des millions de gens qui sont sur Internet. S'il te plaît, accorde-moi du temps. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup ça, l'aspect de séduction. Et dans l'aspect de séduction, il y a, à mon avis, je peux me tromper, ça c'est mon avis, c'est mon opinion, de la fausseté. Pour séduire, il faut que tu mentes un peu. Ouais, je pense que oui. Là, il y a comme...
Ben justement, il faut que tu joues avec la personne qui est devant toi, en fait. Là. La séduction, c'est un peu ça. Oui, tu mets de l'adaptabilité, mais tu t'adaptes beaucoup à... C'est ça qui est génial des soirées d'humour. J'adore les soirées d'humour parce que c'est le fun. Le plus tough, c'est quand tu passes en premier. Ce que tu as, c'est l'animateur. Là, tu sais pas trop ce qui se passe, mais c'est vraiment cool de s'adapter à une soirée d'humour. T'as pas pris le pouls, j'imagine? C'est plus difficile. C'est plus difficile. Puis, j'imagine que d'une personne à l'autre, le style d'humour est complètement différent. Tu sais, quand quelqu'un a embarqué sur toi puis il y a eu des grands rires, est-ce que tu dis « Ouais, il y a eu des grands rires, mais c'est un tel, puis moi, j'ai pas le même style d'humour » ou tu te dis juste comme « OK, les gens sont réceptifs, ils sont allumés ». J'ai le track. Avant de monter sur scène, j'ai le track. Alors, tout ce qui passe dans ma tête avant de monter sur scène est négatif et anxiogène et fataliste. C'est jamais ça de faire quoi. Non, mais quand j'évalue, chaque fois que quelqu'un monte sur scène, s'il n'y a pas de rire, je me dis le public est pas bon. Et où l'humoriste a tué le public et j'ai pas d'affaires ici, puis j'ai pas de talent, puis le matériel est pas bon. Si les humoristes, si le public éclate de rire, je serais pas capable d'avoir les mêmes réactions. Ils vont être déçus par moi. Ah, lui il est tellement plus intelligent, puis il est tellement plus... Oh mon Dieu, j'ai pas... Tout le temps. C'est très rare que je monte sur scène en confiance. Puis est-ce que ça parle de toi, en fait? Parce que justement, en étant quelqu'un qui est très loud, la question se pose, est-ce que c'est quelqu'un qui nous montre une espèce de façade pour comme cacher sa vulnérabilité puis peut-être un manque de confiance, ou est-ce que c'est juste par rapport à l'art, en fait? Je pense que c'est tough faire du stand-up. Okay. Puis avant de faire le quoi de tough, t'as peur. Ça s'arrête juste au stand-up? Je pense vraiment que c'est ça. OK. T'as pas cette même pression-là avec un podcast, mettons? Non. OK. Non. C'est particulier, parce que je reviens avec ce que je disais, mais tu sais, justement, il n'y a pas... le stand-up, c'est instantané. Il te regarde. Ouais. Puis quand c'est pas bon, ils te le font sentir. C'est très humiliant. Ouais, ça, c'est... Ouais, il y a une humiliation qui vient avec le stand-up qu'il n'y a pas avec les podcasts. Sauf que le côté, c'est ça. Il n'y a pas le... Si tu te plantes ce soir-là, puis le lendemain... Ils peuvent te filmer puis le mettre sur Internet. OK, ouais. Ça, c'est sûr qu'il y a vu de même. Ça existe... Tu sais, ce qui est éphémère, là, au 21e siècle, c'est plus rare. J'ai comme pas... j'ai pas ce référent-là. J'ai pas de Facebook, j'ai pas de cellulaire. Fait que comme pour moi, c'est... Puis éphémère, moi, des fois, quand je monte... Souvent, quand je fais des soirées d'humour, mon objectif, c'est toujours en séduction, puis mon objectif à long terme, c'est tout le temps qu'il y ait des gens dans ma salle de spectacle. Mon but, c'est que dans mon spectacle solo, les gens se déplacent, puis qu'ils soient heureux d'être là, et qu'ils soient heureux de voir le spectacle. Une des manières de faire de la promotion, c'est aller aux soirées d'humour, puis il y a des gens qui font « Hey, il était bon! » La prochaine fois qu'ils me voient sur Internet, ils font « Ah, il y a un show près de chez moi, je vais y aller. » Mais quand tu te plantes dans une soirée d'humour, ils se disent « Oh, lui, jamais je me déplace pas. » Si pendant 10 minutes, il m'ennuyait, je n'irais jamais l'écouter 1 heure. Jamais. Fait qu'il y a aussi ça. C'est pour ça que le côté d'éphémère en stand-up. Plus ou moins. OK. Page 12, en fait, dès le début du roman, on nous présente un personnage qui est indifférent. En fait, selon ce qu'il dit, il n'y a rien qui le dérange. Là. Même, il est indifférent face à la mort de son père. C'est quoi, toi, qui te dérange dans la vie? Y a-tu des choses qui te... Plein d'affaires me dérangent. Le manque d'enthousiasme. Je sais pas pourquoi dans la vie, tu serais pas enthousiaste. Puis si t'es pas enthousiaste, change. Le manque d'enthousiasme. Pourquoi t'as pas d'énergie? Pourquoi ça te tente pas? Pourquoi tu chiales après si moi, je l'aime pas mon chum. Là, laisse-les! Oh, tabarnak, moi, j'ai amené mes enfants au hockey. Désinscris-les du hockey! Oh, moi, tabarnak, ma job. Il a donné retourner à l'université. Il y a plein de l'enthousiasme. Des fois, j'ai beaucoup de ma rage qui sort au basketball. C'est pour ça que je joue jamais avec des gens que je connais. Et n'importe qui joue, qui n'a pas d'intensité, moi, que tu manques des tirs, ça me dérange pas. Que tu manques des passes, ça me dérange pas. Que tu n'aies pas d'intensité. Que tu te fasses battre parce que tu n'as pas baissé les genoux puis tu n'as pas défendu ta position. Je vire fou. Okay. Mets un effort. Juste l'énergie en... L'effort. Moi, je suis beaucoup... Dans la vie, je suis d'avis. Si tu fournis un effort, des belles affaires vont se produire. Si tu fournis pas d'effort, des choses ennuyantes vont se produire. Fait que ce qui me frustre dans la vie, le manque d'effort. Le manque d'effort, le manque d'enthousiasme. Puis tu trouves-tu que c'est quelque chose qui est mis de l'avant beaucoup? Là? Est-ce que... C'est pour ça que j'aime autant Houellebecq, parce que un truc qui est génial dans Houellebecq, c'est souvent ces personnages qui sont là, puis ils chialent. Puis je trouve que c'est une belle critique. Moi, je le vois comme une critique de ça. T'es pas obligé de vivre comme ces personnages-là. T'es pas obligé de t'en calisser dans la vie. Oui, ça existe. Et oui, il y a un côté de plaisir là-dedans, mais tu peux... C'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi j'aime autant Houellebecq. C'est une critique de bof.
peut rien faire. Le laisser vivre. Ben, Voilà, laisser aller. on laisser aller. Ou le laisser mourir, plutôt. Ouais, La c'est plupart de ça. ces personnages font juste... Dans le cas qui nous préoccupe, le personnage, à la fin, se laisse mourir. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La fin, c'est carrément ça. En fait, il se laisse Il se mourir. laisse mourir. Mais t'es pas obligé de te rendre là dans la vie. Je trouve que c'est une belle fable. Tu sais, la Bible, le Coran, la Torah, peut-être que je me suis trompé. Bref, les grands livres religieux, ça reste des histoires. Ça peut aussi être des fables, les romans. Puis ça, c'est une belle... Je trouve que Houellebecq, c'est une belle fable de « Laisse-toi pas mourir ». Ça existe, le monde, qui sont tellement malheureux qui meurent. Attention. Puis pire, tu sais, il y a du monde qui se laisse mourir et qui s'en rendent même pas compte, en fait. Là. Des zombies, là, ouais. Beaucoup, beaucoup de ça. Il y a la solitude aussi, qui est quand même un thème qui est omniprésent. Puis ça fait justement écho à cette forme de vie abstraite dont on parle. Puis je me demandais comment toi tu vis avec la solitude, justement. Tu t'as le côté instantané de l'humour, tu sais, que tu as déjà une réception, tu as la réception sur Internet. Est-ce que tu as des temps pour toi? Est-ce que tu prends des moments juste pour vivre avec toi-même? De moins en moins. De moins en De moins. moins en moins. J'ai, depuis que je travaille autant et depuis que j'ai une famille, tu peux pas dire à ton enfant de 2 ans, papa va être tout seul. Quoi? J'ai 2 ans. Ça se peut qu'ils comprennent moins. Il faut que tu comprennes, papa doit se ressourcer. Te ressourcer, de quoi tu parles? Alors, je vis super mal avec la solitude parce que j'ai moins accès à la solitude. Je pense que les moments où je vis très bien... c'est pour ça que la preuve que je vis mal avec ça, j'ai des troubles de sommeil dans les derniers mois parce que depuis que j'ai l'impression que le seul temps qui m'appartient, c'est entre 21h et 2h du matin. Là, je me dis, je suis tout seul chez nous avec mes pensées. Puis là, souvent, je me couche très très tard en me disant c'est le seul moment où je peux être seul, ce qui est très nocif. Alors, je vis très mal avec la solitude. J'ai toujours une drôle d'ambivalence avec la solitude. Parce que moi, enfant, adolescent, et dans ma vingtaine, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps seul. Des fois, c'était bien, des fois, c'était mal. Là, je vis plus de temps seul. Alors, je pense que je vis très mal avec ça. Tu peux passer d'un opposant à un autre, dans le fond. Là. Quand je pense à ça, même quand je stand-up, je suis pas seul, il y a du monde devant moi. Ouais. Non, ben c'est ça, il y a jamais ce moment-là. Du moins, ça te donne l'impression que tu n'as jamais ce moment-là tout seul. Puis là, c'est pour ça que je me demandais ça, en fait, parce que je me dis, en plus, il est père de famille. Tu as quand même beaucoup de responsabilités à gérer. Puis, moi, des fois, j'en ai énormément de temps seul. Là, puis des fois, je trouve que c'est pas assez. Fait que je trouve ça admirable, en fait, le monde qui en ont encore moins que moi. On dirait que je suis comme... Pour moi, c'est inconcevable, justement, tu sais, que ce soit restreint à une période de la journée. Là, comme des fois, j'ai juste besoin même si c'est rien que 15 minutes, tu as besoin de ces 15 minutes-là. Puis même en ayant, des fois, je vis mal avec moi-même tout seul. Fait que je suis comme, si t'en as pas, la fois que t'en as, ça peut être assez angoissant. Il y a... je sais pas si j'avais pris en note page 128, mais je suis pas sûr à quel point que c'est Vas-y. relevant. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qui paraissent trop difficiles. Peu à peu, tout devient trop difficile. C'est à cela que se résume la vie. Ça parle un peu de ce qu'on vient de parler, mais en fait, à ce moment-là, il parle de l'action de vieillir. Puis je me demandais, c'est comment pour toi de vieillir? Est-ce que c'est quelque chose... As-tu peur de vieillir? Ou... Psychologiquement et mentalement, j'adore ça. OK. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je comprends la société dans laquelle j'évolue, plus je comprends les gens qui m'entourent. Alors, c'est plus facile. Je prends de l'expérience. Beaucoup de mots pour dire que je prends de l'expérience. Ça, j'adore ça. Ce que j'aime pas, c'est que il y a beaucoup de mes plaisirs qui sont associés à la jeunesse. Exemple, le basketball. Et m'amener tôt ou tard, mon genou va dire « tu peux plus jouer au basketball ». Alors ça, c'est le côté que je trouve un peu plate. Je vais devoir changer mon identité quand je ne pourrai plus jouer au basketball. Je vais changer mon identité quand je ne pourrai plus dormir, avoir aussi peu d'heures de sommeil. Alors ça, je trouve ça plate. Dans le fond, tout ce qui est relié à mon corps, je trouve ça plate. Okay. La vieillesse, perdre mes cheveux, épaissir, aller moins vite, ça, c'est plate. Mentalement, j'adore ça. OK. Ouais, ben il y a quoi de rassurant quand même, là, de se dire, je peux... Oui, il y a l'expérience, mais aussi de dire, je peux laisser un peu plus... peser un peu plus sur le break, je pense. Là. Ouais! En vieillissant, ça va... C'est sûr que ça te permet de faire ça. Puis tu sais aussi, justement... Curieusement, moi, je trouve que physiquement, je vais moins vite qu'avant. Je cours moins vite qu'à 21 ans. Je suis moins rapide. Cependant, moi, j'ai l'impression que, vu que je suis plus placé dans la vie, vu que je suis plus calme, tout va plus vite. C'est plus facile finir un projet, c'est plus facile rappeler quelqu'un, c'est plus facile concrétiser des trucs. Tout est plus facile. J'ai l'impression que
tout ce qui est mental, j'accélère. Tout ce qui est physique, je décélère. Je ralentis plutôt. C'est comme dans ton prime mentalement. Là. Non. Même C'est ça pas. qui est génial. Je sais pas c'est quoi mon prime mental. Je vais voir. OK, il n'est pas encore atteint. Peut-être, on va voir. On saura jamais. Ben, on saura plus tard. Mais je me dis, non, j'ai l'impression, je peux me tromper, que, hey, si à 33 ans, je suis capable de faire tout ça, imagine à 40. Ouais. Wow! Ouais, OK, je comprends. Ben, c'est ça que c'est, comme tu dis, je pense que tu es dans ton prime sans te rendre compte que tu es dans ton prime. À un moment donné, tu fais comme, OK, j'ai perdu un peu de vitesse intellectuelle. Puis c'est dangereux, par exemple, de ne pas en avoir profité assez. Fait que c'est intéressant, justement, que en ce moment, tu sens que tu peux en faire plus puis que tout va plus vite parce que, clairement, tu en profites, là, en fait. Là. Oui, peut-être. Plateforme, j'avais d'autres questions, mais je vois que le temps avance. Ah, le temps avance, les gars, allons-y. Il y a la page 89 que je vais te faire une petite lecture, puis je vais te poser une question par après. C'est dans le rapport à autrui qu'on prend conscience de soi. C'est bien ce qui rend le rapport à autrui insupportable. Génial. Quelle phrase géniale que tu as choisie. C'est là où est-ce que, justement, je trouve que... Il y a du génie quand même là, dans la plume de Houellebecq. Je peux pas y enlever ça. Il est brillant, cet homme-là. Ouais, c'est un homme qui est super intelligent, puis ça paraît dans ses écrits. Je me demandais, en fait, c'est quoi ton rapport avec les autres? On en a parlé un peu, mais c'est quoi ton rapport avec toi-même? Comment tu te sens par rapport à toi-même? Ça change aux 15 minutes. OK. J'ai pas d'opinion. Un truc que j'essaie de changer. Avant, moi, j'avais des opinions très, très, très claires. Moi, je suis le même. Puis je me trouvais fermé, puis j'étais coincé là-dedans. Et là, j'essaie de me poser plus de questions. Alors, mon opinion par rapport à moi, ça dépend quand tu me parles, comment tu me parles, comment je me suis levé ce matin-là, mon horaire de la journée, ça dépend de plein de choses. T'es-tu quelqu'un qui a une bonne estime de soi ou... Encore là, ça dépend. Ça dépend encore. Puis un truc que j'ai observé, quand j'ai trop confiance en moi, c'est très dangereux pour moi. OK. Je suis quelqu'un qui a besoin d'humilité. Quand je suis pas humble, je fais des choses terribles. Quand je dis que je fais des choses terribles, je vais manquer de respect à des amis, je vais pas me présenter à des rendez-vous, je vais être enragé, je vais avoir un sentiment que tout m'est dû. Je dois, c'est important pour moi, pour mon rapport avec les autres, de l'humilité. C'est très important. Il faut que je sois humble. Es-tu capable de te donner cette dose d'humilité-là ou est-ce qu'il faut que quelqu'un te le rappelle ou qu'il y ait un événement qui te le rappelle? Moi, j'ai un problème. Ça prend les événements. OK. Fait que souvent... là, toutes les fois que je me suis blessé physiquement, je me croyais au tout. Je me croyais invincible. Là, crac! Oups! Ma cheville est foulée. Fait que c'est très important de me rappeler, Tom, un gars de 33 ans qui a un gros nez qui perd ses cheveux. Fait que là, tu te Calme-toi. fais juste comme ça. Ouais. OK. Ben, en même temps, je pense que tout le monde, c'est un peu ça. Là. C'est Ça, rare non, que... il y a des gens que des fois, tu leur dis juste enlève de l'humilité et confiance en... Moi, souvent, c'est curieux parce que moi, pas toujours, mais je m'entoure souvent des gens qui... Je suis une bonne cheerleader, moi, je considère. Il y a des gens qui ont... Je sais pas s'ils ont besoin, mais ils gagnent à se faire dire qu'ils sont bons, qu'ils sont capables. Tous les gens qui m'entourent, c'est l'inverse. J'ai des gens qui me disent « Calme-toi, ralentis, tais-toi. » Ben en fait, c'est parfait. J'ai réécouté ton podcast avec Jean-Philippe Barry-Guerrard cette semaine, puis il disait à un moment une affaire que je trouve ça triste de voir, parce qu'on le voit avec Kanye West, qu'est-ce qui est arrivé récemment. Il dit j'espère jamais arriver à un moment où est-ce que ça va faire 10 ans que je fais de la merde, puis personne me l'a dit, genre. Puis je trouve ça triste quand on atteint un certain statut, on dirait que c'est... Moi, c'est mon rêve d'atteindre un statut que peu importe ce que je fais, que c'est nul, puis que je me rends pas compte. Ah ouais. Ça doit être, je sais pas, c'est mon cauchemar. de l'extérieur, ça a l'air horrible. De l'intérieur, c'est génial. Tout le monde te dit que t'es super. Non, ça doit être... Le reality check, il frappe plus. Ben lui, Kanye West, c'est particulier parce que je pense que c'est un problème de personnalité et là, il perd de l'argent, puis il perd ses liaisons, puis peut-être qu'il va perdre sa place dans le show business. Bref, ça, c'est autre chose. Là. Puis aussi, il y a une raison pourquoi il perd cette plateforme-là, c'est qu'il est dangereux, mais ça, c'est un autre débat. Mais des fois, je me dis, à certains artistes, c'est nul ce qu'ils font, mais ils s'en rendent pas compte. Ça doit être le fun. Ah, c'est sûr, ça va être le fun d'être Marc Dupré, mettons. Là. Ben, je vais pas nommer personne de Québécois, mais les prisons d'argent. Je veux dire, j'embarque, mais les prisons d'argent. Sûr, là, OK. Ouais, ben, c'est sûr que tu t'en rends pas compte. Fait comme. T'en rends pas compte! T'en rends pas compte! La journée, là. Comme quand tu vois quelqu'un de complètement sous, tu fais ça doit être rough. Non, il trippe! C'est ça, lui, il a du fun. Là, c'est toi qui trouves ça lourd. Là, au bar karaoké, il chante mal. Ouais, mais lui, il sait pas dans son oreille, c'est génial! Il trippe en ce moment.
Il y a un truc qui m'a... Parce qu'il y a une partie de moi qui fait tout le monde, on se dit la majorité des gens, hey, je veux jamais atteindre ce statut-là. Mais pourquoi il y a autant de gens qui se dirigent vers ça? C'est qu'il y a quelque chose de douillet là-dedans. Hey, aussi, moi, j'aime ça qu'on me dise. Tu sais, moi, souvent, beaucoup d'artistes qui m'ont dit, moi, là, j'aime ça qu'on me dise quand je me trompe, j'aime ça. Ils disent ça. Puis quand tu leur dis, c'est un pas ça, histoire. C'est que tu vois leur entourage. Tu dis, c'est cool que tu penses ça, mais je sais pas qui dans ton entourage a ce rôle-là. Tu prétends que tu t'entoures de gens qui te disent quand est-ce que tu te trompes. J'ai hâte de voir qui. OK? Ouais. Ben, je pense que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens, on aspire quand même à ça. Oui, puis il y a aussi... Quand tu es dans cette situation-là, tu te rends pas compte que tu es dans cette situation-là. Fait que tu es convaincu que tu es entouré de gens qui te replacent. Ouais, d'avoir l'idée, ouais, c'est ça. Ben, tu réussis à comme trouver des gens qui vont te replacer, mais juste assez, potentiellement aussi, là, qui vont pas trop heurter, quitter vraiment. Là. Il y a de quoi que j'ai trouvé vraiment cool. Je trouve qu'il y a des liens quand même intéressants entre tes 3 livres. Il y a des thèmes qui sont répétés. Le thème de la sexualité est quand même assez omniprésent dans les 3 choix. Il y a le thème également de la relation avec le père. Puis je sais que tu as déjà parlé de la relation que tu as avec ton père. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, justement, ça te fait changer ton regard sur ton père? Oui. En positif et négatif. Okay. Oui. Je suis beaucoup moins critique envers mon père publiquement. Ça c'est certain. Et aussi, je pense que une des raisons pourquoi on fait quoi que ce soit, c'est pour le faire mieux. Si on va à l'école, c'est pour... On oublie l'école, mais si on fait de l'art, c'est pour faire une œuvre plus intéressante que les autres. Si on fait un enfant, c'est pour le faire mieux que les autres ou nos parents. Alors, ouais, ça a changé mon regard. Ben, je trouvais ça vraiment cool parce que c'est un thème qui, moi, me plaît beaucoup, là, la relation père-fils. Je trouve que il y a tellement de nuances à tout ça. Là, moi, mon père, toute ma jeunesse, je disais je t'aime, puis sa réponse était moi aussi, est-ce que tu tapettes, là. Fait que c'était comme l'ironie de Super. Ouais, c'est ça, là. Mais il disait avec comme un second degré, puis je sentais qu'il y avait vraiment de l'amour dans ce qu'il me disait, mais lui est élevé par un père qui était encore plus dur que lui. Fait que ça m'a toujours intéressé ce thème-là, parce que je trouve que il y a tellement de dynamiques qui s'imbriquent dans une relation père-fils, puis c'est pas un thème qu'on parle tant souvent que ça. En art, on en parle beaucoup. C'est rare entre hommes qu'on parle de nos pères. Oui, c'est ça, absolument. Puis, en tout cas... Je crois que mes chums, c'est moi, mon père me parlait de même. De quoi? Non, on va parler du Canadien. Oui, ça va être plus simple pour tout le monde. Puis, ben, les 3 pères sont complètement différents. Là. Le père dans plateforme de Welbeck, il est mort. C'est ça, ça Mais ce qui arrive, hein, généralement, normalement, notre père va mourir. Oui, effectivement. Puis, ben, on se rend compte, en fait, qu'il n'y avait pas une super relation avec son père non plus. Là. Je pense que, en fait, il comprend pas son père. Là. Son père qui est comme beaucoup dans l'activité physique, qui fait du vélo, il avait 70 ans, je pense, quand il est mort, puis il était encore plus en forme que ses amis plus jeunes, puis ça, c'est pour plateforme. Dans le cas de Royal, en fait, on a un père qui a beaucoup, beaucoup d'argent, puis qui... Encore là, il n'est pas trop là. On sent sa présence, mais c'est pas un père pesant. C'est ça. On sent la pression, en fait, qui vient appliquer sur son fils. Puis dans le cas de Chercher Sam, là, on a le contraire, en fait. On a un père qui est comme la délivrance, potentiellement, à une vie de solitude, en fait, parce que le personnage principal, il vit avec une mère qui est très, très, très contrôlante puis qui est très toxique. C'est paru en 2014, Chercher Sam. C'est à quelle époque que tu as lu ça? Puis... Pas mal quand c'est sorti, parce que ça fut bienvenu. Quand elle a sorti son premier roman, et au pire, on se pariera, je l'ai lu. Je pense pas mal quand c'est sorti, puis je suis tombé en amour avec cette écrivaine-là. J'adore l'écriture de Sophie Bienvenue. C'est une grande écrivaine. Je trouve ça génial. Comment elle écrit. Le truc que j'adore, beaucoup de choses que j'aime de l'écriture de Sophie, là, mais ce que j'aime des romans de Sophie, il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop. C'est des courtes phrases, il n'y a pas de description de trop. Elle, c'est sa force de on coupe. Tout pour le lecteur, tout pour le récit, tout pour le personnage. J'adore ça. Je trouve ça
tellement bon. J'aime tellement ça. Ben, c'est pour ça, entre autres, que j'étais vraiment, vraiment content que tu choisisses ce livre-là parce que je trouvais que ça allait bien avec l'idée, justement, de démocratiser la littérature. Je trouve que, tu sais, trop souvent, là, c'est compliqué à lire. Ben, si tu lis Chercher Sam, Pas compliqué. t'auras pas de misère. Là. Puis, C'est profond. Ouais. C'est grand. C'est bon. C'est littéraire. Pas compliqué. Ça n'a pas besoin de tout le flafla, justement. Là. Le fond est tellement bien fait que, genre, la manière dont elle nous donne les informations au compte-gouttes, tu t'en apprends, puis là, t'es comme, je pense que c'est ça qui se passe. Oh non, finalement, c'est pas ça, c'est ça qui se passe. C'est pas nous qui travaillons pour le roman. Absolument. C'est le roman qui travaille pour Absolument. nous. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. C'est pas nous. T'as pas besoin de dictionnaire pour lire ce livre-là, 100%. mais tu sens que l'écrivaine a travaillé pour toi. Je trouve ça génial. Le travail est fait par l'écrivaine. C'est génial. Le côté émotif de ce roman-là... Qui est tout le roman, c'est ce qui est génial. c'est les émotions, c'est que des émotions. C'est une chute complète. Là, plus que ça va, puis plus que tu te sens... Je connais quelqu'un qui, il y a un moment dans le roman, l'a lancé. Physiquement, l'a lancé le roman. Tellement que c'était trop d'émotions. Ouais. Ce qui est génial. Ouais. Ça parle beaucoup. Là, ben oui. Quand t'es rendu physique à ce point-là avec un roman. Spielberg, une fois, il contait une anecdote géniale. Il présentait Jaws. Ben, à l'époque, Spielberg, je pense que c'est son deuxième film, Jaws. Fait que personne ne le connaissait. Il n'y a pas rapport. Il aurait pu se rappeler son dernier film. Puis il présentait Jaws. Il était pas dans la salle de cinéma, il était à l'extérieur. Puis il faisait les 100 pas. Quelqu'un est sorti, puis il a fait quelqu'un s'est évanoui. Puis il a crié le film marche! Ça montre des fois ce qu'on veut les artistes. Puis, en fait, Chercher Sam, en gros, c'est l'histoire de Mathieu qui est un vrai gars. Il s'appelle pas Mathieu, mais c'était vraiment un ami de... OK, ça, je savais pas. Fait que c'est l'histoire, en fait, de Mathieu qui vit dans la rue. Il y a un chien, en fait, qui est comme son dernier Une chienne. ancrage. Une chienne, pardon. Qui est son dernier ancrage dans la réalité. Parce que, justement, son père est décédé. Sa mère, On va le découvrir, mais c'est pas la meilleure affaire. Plus ça avance, plus tu fais reste dans la rue plutôt qu'aller vivre chez elle. Ouais, c'est ça, exactement. Là, enfin, en tout cas, il a essayé. Que j'adore. Je te coupe, là, mais il y a un truc que j'adore dans Chercher Sam. Le personnage, disons, vilain, si on veut, c'est une femme. Puis je trouve ça génial, le personnage de femme méchant. Je trouve ça tellement profond, je trouve ça génial. J'essaie de me demander, est-ce que c'est si rare que ça? Je pense que oui. Je pense que souvent, les personnages méchants... Dans l'art québécois, plutôt. Ouais, c'est vrai que... Ouais. J'essaie de repenser à d'autres exemples, puis non, effectivement, je pense que c'est quand même assez rare. J'avais pas remarqué ça, puis... je trouve que ça ajoute en fait au propos, là, parce que tu as tellement de personnages forts qui sont des personnages féminins dans ce roman-là. Donc, aussi, il ne faut jamais oublier, surtout quand tu parles des actrices, les personnages les plus intéressants, c'est les méchants. Hitchcock, il disait, moi, quand je construis un film, je mets tellement d'énergie sur le méchant. Ouais. C'est ça le plus intéressant, c'est le méchant. Tu veux que le gentil soit attachant, mais en même temps, lui, il subit. Là, fait que, faut que le méchant soit vraiment méchant et qu'il soit intéressant. Si le monde tripe sur le Joker, c'est que dans les films de Batman, quand le Joker est là, il va se passer quelque chose. Ouais, ça va être intéressant. Puis justement, ça parle du phénomène de l'itinérance. Puis c'est le thème principal, mais c'est un thème qui a des sous-thèmes quand même, là, dont la stabilité puis le logis. Par rapport au logis, je me demandais, tu vis quand même avec ta gérante, t'es auteur, fait que tu peux travailler, j'imagine, une partie de ton travail à la maison. Est-ce que tu es capable de faire facilement la distinction entre travail puis repos, justement? Non. Non, c'est un problème. Je fais pas la distinction entre travail, repos, relation amoureuse, relation de travail. Je fais aucune différence. Tout est mélangé. Des fois, c'est super, des fois, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Ça doit avoir autant des impacts positifs que négatifs. Là. Okay. Mélange tout. En tout cas, ça me surprend pas tant que ça, parce que c'est sûr que ça doit être ultra challengeant, là, surtout l'aspect de... Je connais pas autre chose. Moi, il y a une partie de moi où j'ai toujours voulu ça. Là, je l'ai. Tant mieux. Dans le fond, des fois, quand mes amis me parlent qu'ils ont des relations avec leurs agences, il y a une distance. Pour moi, je trouve ça fou. Eux, c'est bon pour eux, là, puis mais je trouve ça fou. Tu sais, comme j'ai des amis, ils ont des rendez-vous, dans leur horaire, des rendez-vous avec leur agent. Moi, je parle à mon... J'y parle quand que ça donne. Ah oui, dans mon lit, ou tout le temps, c'est ma blonde, ben oui. Puis est-ce que tu sais si c'est comme des deux côtés? Est-ce que tu sais si elle trouve ça difficile? Je suis sûr que c'est beaucoup plus difficile pour elle que pour moi. Okay. Beaucoup plus difficile de répondre à des questions. Et en plus, tout est mélangé aussi, parce que c'est mon agente, et aussi, elle participe avec mon projet, tout est mélangé. Mais je suis sûr que c'est beaucoup plus demandant pour elle. OK. Ouais, je
je suis surpris puis non en Je suis dans même une temps. position bien plus fun que la sienne. Ouais, ben c'est sûr que là, toi, t'as comme l'aspect créatif, c'est comme l'aspect le fun, entre Mhm. guillemets. Là. Elle a plus le gérage de questions puis Mhm. d'insécurité. Ben, j'imagine que Mhm. ça vient avec son lot d'insécurité de gérer un artiste. Là. Ouais. Puis, ben, c'est comme je l'ai dit, il y a l'autre thème qui est la stabilité qui ressort beaucoup. Tu l'as mentionné, tu as eu une enfance quand même particulière là, étant élevé dans une Mhm. maison monoparentale. Est-ce que tu penses que maintenant que tu grandis, tu recherches une certaine forme de stabilité ou est-ce qu'au contraire, justement, comme c'est rendu confortable pour toi? Je veux de la stabilité pour les autres. Ok. Je veux que les gens se sentent stables avec moi. Je veux que les gens sentent que je m'en irai pas. Je veux que les gens sentent que je suis fidèle. C'est pour moi, mon rapport avec les gens qui écoutent mon podcast, je pense en 3 ans, j'ai pas sauté beaucoup de semaines. C'est souvent la même heure que je publie mes podcasts. Pareil pour mes statuts Facebook. Je veux dire, j'essaie de développer comme une stabilité. Hmm. Par rapport à moi, longtemps, j'aimais que les choses soient tout croche. J'aime ça, c'est... Ouais. OK. Puis, ben, ça en parle un peu dans Chercher Sam aussi, mais je trouve que justement, ça, c'est quelque chose qui a été très judicieux de Sophie Bienvenue, c'est d'insister sur le fait qu'en fait, le personnage est straight, là, il n'y a, pas de dépendance, Non. en fait, ou quoi que ce soit. Tu as quand même mis ça pas mal de l'avant, le fait que tu as déjà été un ancien toxicomane. Est-ce que, parce qu'on se rend compte, en fait, que Mathieu, quand il fumait, c'était pour fumer, pour s'auto-traiter, en fait, par rapport à la relation avec sa mère. Est-ce que tu t'es déjà questionnant, en fait, à savoir c'est quoi que t'auto-traitais ou... Oui, parce que tu peux pas arrêter sinon. Si tu sais pas pourquoi tu consommes, bonne chance, arrêter de consommer. Parce que c'est souvent un des premiers trucs que tu apprends. Si tu veux arrêter, il y a une raison pourquoi je fais ça. Je ne vais pas juste consommer pour consommer. Alors bien sûr, j'ai fouillé pourquoi. C'était pas juste récréatif, là, dans le fond. Là. Moi, dans mon cas, ça n'a jamais été récréatif. OK. C'est pour ça que je suis capable d'arrêter. C'est pour ça que je suis capable de jouer dans des soirées d'humour, dans des bars sans boire. Parce que pour moi, boire, c'est pas récréatif. Boire est relié à un mal d'être, boire est relié à un laisser-aller. Alors c'est pour ça que pour moi, c'est très facile d'arrêter. Et c'est pour ça aussi que c'est très... Quand je bois et quand je consomme, c'est facile d'aller très bas parce que le but, c'est de subvenir à une douleur. Fait que j'ai une partie de moi où je suis chanceux et malchanceux, ça dépend de la perspective. Moi, je prétends que je suis chanceux parce que je peux arrêter. Parce que dès que je comprends c'est quoi la douleur, je peux arrêter. Par contre, si je commence, je sais pas où je finis. En fait, je sais où je finis. Le but, c'est me faire mal. OK, carrément. Ben oui. OK, c'est plus une forme de traitement. Tu te rends compte qu'il y a un déclic qui se fait. Mm-hmm. C'est particulier quand même. C'est pas particulier quand tu rencontres d'autres toxicomanes puis d'autres alcooliques. Ouais, non, 100%. Ben, c'est juste, moi, justement, je fume beaucoup de potes, puis pour moi, ça a toujours été strictement récréatif. Là. Oui, après, il y a potentiellement de l'anxiété puis des choses comme ça. Si j'analysais, probablement que je trouverais plein d'autres raisons. Mais je sais pas, mais on dirait que, tu vois, toi, tu me dis que c'est plus facile d'arrêter parce que, bon, tu sais qu'il y a quelque chose en dessous de ça, mais on dirait que c'est plus facile parce que c'est simplement récréatif. Je me dis que, comme j'ai rien à traiter, si je décide d'arrêter, au pire des pires, je vais être de mauvaise humeur pendant une couple de jours. Là. Puis moi, je gagne beaucoup quand j'arrête. OK. Ouais, j'ai aussi ça. Quand je ne consomme pas, c'est fou ce que je gagne. Le travail sur toi-même, tu le fais autrement, dans le fond. Ben, en fait, tu le fais pas. J'ai plus d'énergie, je me sens mieux. C'est fou tout ce que je gagne, c'est fou tous les avantages. 100%. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce livre-là en particulier? Je le trouve génial. Je trouve que c'est il m'a tellement touché, je l'ai lu à plusieurs reprises. Et surtout, je trouve que c'est un exemple d'écriture. C'est tellement bien écrit. Dans la vie, si tu veux écrire... Puis aussi, moi, j'aime beaucoup les courtes phrases. C'est une sorte de... J'aime ça que c'est direct. Je trouve que c'est une leçon de littérature. Okay. C'est une raison pourquoi ça m'a autant touché. Avant, j'étais auteur humoristique. Ça a beaucoup influencé mon style. C'est drôle parce que moi, Sophie, pour moi, c'est une des raisons pourquoi je suis... Une de mes influences. Il faut que je nomme Sophie Bienvenue. C'est mon influence humoristique. J'écris, j'essaye, je réussis pas. C'est plus quelque chose que je regarde d'en haut, là. L'efficacité comique, l'économie du je l'ai piqué à Sophie. Okay. C'est comment j'essaie d'écrire comme elle. C'est tellement direct. Il n'y a rien de trop. J'adore ça. Ben, c'est beau que tu sois capable de dire justement que
Parce que il n'y a pas grand-chose de comique là, dans Chercher Sam. Là, je veux dire, c'est un autre registre Ah, mais comment l'écrit? C'est comme... Il y a de la surprise. Ouais. T'es tout le temps surpris. Ben, c'est 100% efficace. Là, ça, Oui! c'est sûr, T'es tout le temps surpris dans les livres de Sophie. Tout le temps. Et dans Et au pire, on se mariera, c'est drôle. C'est pour moi, c'est très drôle. Et au pire, on se mariera, il y a plein de passages drôles. Pas, mais si tu vois ça, non, drôle, juste pour ce que c'est. OK. Ben, en tout cas, je trouve ça... Et en entrevue, il la rentre. Je connais pas, pour vrai. Tu vois, je parle que je suis pas capable de faire la distinction entre œuvre et artiste, mais on dirait que quand j'ai vraiment aimé un livre, j'ai pas tendance à aller regarder des entrevues. Ou, Je comprends. j'ai peur tout le temps d'être comme déçu, justement, peut-être de l'artiste. Là. Je comprends. Même les photos à la rigueur, des fois, je suis comme... Je pensais pas que tu avais cette tête-là. Il y a... encore une fois, je fais un lien avec Royal, même si on n'en parle pas tout de suite. Le personnage de Mathieu, il a une sensibilité qui est incroyable, que c'est exactement le contraire de ce qu'on retrouve chez le protagoniste de Royal. Est-ce que tu considères que t'es sensible ou est-ce que tu essaies de désamorcer cette sensibilité-là? Je le sais pas parce que je suis d'avis qu'il faut toujours se comparer aux autres pour savoir si on est sensible ou pas sensible parce qu'il faut qu'il y ait une référence. Et la sensibilité, il n'y a pas d'unité de mesure, la sensibilité. T'es pas sensible à 7 ou à 3, ou c'est pas comme le poids ou la grandeur. Tu peux pas dire qu'il est grand ou il est petit. Tu peux dire qu'il est grand et il est petit comparé à... Fait que je sais pas si je suis sensible parce que c'est propre à chacun la sensibilité, puis je sais comment je me sens à l'intérieur. Je sais pas comment les autres se sentent. Alors j'ai aucune idée si je suis sensible ou non. Quand on me dit que je suis sensible ou pas sensible, je lève les mains au ciel puis je fais... Je sais pas. J'ai juste été moi. Il y a quand même des unités de mesure, comme le fait juste de pleurer. En fait, Je pleure jamais. Tu pleures jamais? Je pleure jamais. L'art, ça te... Jamais. OK. Je suis un blocage par rapport à pleurer. Je pleure jamais. Moi, ça m'a tellement fait pleurer, ce livre-là. Ah, mais je suis content d'entendre ça. C'est le but, là. Ouais, la fin, là, entre autres. Là. Je l'ai lu 2 fois, en fait. Là. Je l'ai relu la semaine dernière pour être sûr d'être vraiment sharp en parlant. Puis, tu sais, je la connais, la fin. Là. Je sais que ça va virer mal. Là. Puis, la dernière page, là, avec le petit gars là, dans SPCA, il y a quelque chose, là. Ah oui? Oui, elle est géniale, Sophie. C'est un livre génial. Elle a énormément de talent. Ce qu'elle a réussi à écrire, c'est génial. Ouais, c'est toute une écrivaine. Toute une écrivaine. C'est une grande artiste. Une grande artiste. T'as choisi quand même 2 livres québécois. Là, ouais, je fais l'exprès. C'était exprès? Ouais. Y a-tu quelque chose... Mettons ton ratio de livres, est-ce que tu lis plus de traductions, plus de québécois? J'adore la littérature québécoise. Je trouve qu'on a une excellente littérature et des bons écrivains. C'est vraiment pas une question de faut pousser la littérature québécoise. C'est bon, aime ça. Ben, je pense qu'en partant, c'est notre réalité. Fait que c'est sûr que c'est bien plus facile de relate à Chercher Sam, mettons, qu'à plateforme. Je veux dire, on vit pas dans la France. Non. Que Welbeck nous décrit. On vit pas dans la France tout court, en fait. Là. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, quand j'ai vu 2 livres Keb, j'étais vraiment content. Puis surtout un livre de Jean-Philippe Barry-Guerrard, qui est comme, pour moi, c'est le summum de ce qui se fait en ce moment. Là. Il commence à être de plus en plus connu, mais encore là, je trouve que c'est pas assez. Il est connu pour un écrivain, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement. Excuse-moi, là, j'ai tellement de questions, puis j'ai envie mais elles sont écrites, alors prends ton temps. On a parlé... en fait, on a parlé du thème de la paternité, mais je t'ai pas posé la question. C'est quoi pour toi un bon père? Au début, je voulais être un père parfait. Puis après, je voulais être un père... Moi, maintenant, j'ai l'impression, si t'es présent, puis tu cries pas, c'est positif. Juste ça, c'est la base. Plus je vis ma paternité, plus je baisse mes attentes. Et je me dis, si t'es présent pour l'enfant, si tu cries pas après l'enfant, si tu dis pas qu'il est intrinsèquement, c'est mauvais, très positif. Et c'est facile, c'est beaucoup. Ouais, non, c'est déjà quand même. C'est vrai aussi pour la maternité. Je pense que si t'es présent pour l'enfant, si tu supportes l'enfant, je pense pas que tu dois être... Oui, t'es un modèle, mais oui, je suis d'avis que... Considères-tu que le personnage de Mathieu est présent pour son enfant? C'est ça qui est particulier. Non, c'est comme sinon il serait encore... Ben oui, non. Mais non. C'est ça, il y a cette ambiguïté-là, puis pourtant, tu sais, il l'est tellement, mais il l'est pas à un moment. Puis c'est... Sa mère est pas présente, c'est parce que si sa mère avait été présente, elle aurait pu s'occuper, évidemment. Oui. Ouais, il y a comme plusieurs layers
de manque d'attention. En fait, sa mère est peut-être trop présente parfois. À la page 133, Mathieu il dit c'est pas mon hood, c'est pas ma crowd. On pourrait penser que quand tu vis dans la rue, tu sais te débrouiller partout, mais non. Il y a des codes à respecter et ils sont différents d'une place à l'autre. Est-ce que tu es capable de reconnaître les codes d'un endroit à l'autre? Est-ce que tu t'adaptes ou t'es... Ah non, moi, j'ai une personne... Je suis d'avis... très tôt, je me suis dit... Moi, très tôt, je devais changer toujours d'environnement. J'ai beaucoup été gardé. Quand j'étais enfant, j'ai changé beaucoup d'environnement. Et je me suis dit, si j'ai une personnalité forte que les gens comprennent tout de suite, je peux m'adapter à n'importe qui. Et c'est aussi pourquoi j'ai développé un sens de l'humour. Parce qu'un truc que j'ai observé très rapidement, c'est peu importe les groupes, il y a un drôle. Fait que si t'es drôle, tu peux autant être avec les skaters, tu peux être avec les jocks, tu peux être avec les filles, tu peux être avec les nerds, tu peux être avec les adultes, tu peux être avec du monde plus jeune. Si t'es drôle, t'as une place dans un groupe tout de suite. C'est pour ça que quand je suis rentré en humour, j'avais une grosse crise identitaire. Je fais comme, oh fuck, je suis plus le drôle du groupe. On est tous drôles. Qui suis-je? Fuck. Ouais, c'est sûr, là, vu que c'est ça l'identité, c'est l'identité comique, c'est comme dur de... Y a-tu cette hiérarchie-là en humour? S'il y a une hiérarchie en humour, c'est ça qui est génial en humour. Oui, il y a une hiérarchie. Tu sais, mettons, pour avoir enregistré un podcast avec Martin Matt il y a moins d'une semaine, exactement une semaine, tu sens une certaine hiérarchie parce que, tu sais, il a plus réussi que toi, il est plus âgé que toi, il a plus d'expérience que toi, mais en même temps, il te fait sentir que tu es un père et que c'est le même processus. Alors, c'est tellement particulier l'humour parce que tu sens qu'il y a une hiérarchie, surtout dans comment c'est présenté. L'humour, il y a une hiérarchie, la vente de billets, la popularité. Je veux dire, Martin et Matt, quand ils présentent des projets télé, ils se disent pas si on va le faire ou non, c'est comment on va le faire. Puis qu'est-ce que tu veux faire, Martin, puis on va s'adapter, puis c'est quoi ton budget. Moi, si je présente un projet télé, c'est pourquoi tu rentres ici. Ça existe. Par contre, c'est Marc-Étienne Mongrain, un photographe, qui photographie beaucoup de musiciens, qui avait dit ça. Un truc qui est particulier, vous, que les humoristes, c'est que tu as déjà fait un show avec le José Hood, puis tu as déjà fait un show avec un open micer qui faisait depuis 2 semaines. On vous mélangez tous. Puis être dans une loge, ça n'a pas rapport à ton compte en banque. Mais il faut juste jaser. Mais c'est rare que Black Dubré fait un show avec, mettons, un chocolat. Ouais, non, c'est ça. Là, ou avec... C'est plus... Il y a moins de mélange. Ce qu'il m'avait dit une fois, peut-être qu'il n'est pas d'accord que je répète ça, ou peut-être que ça fait longtemps qu'il m'a dit ça, puis il a changé d'avis. C'est sûr que c'est moins éclectique. Tu as peut-être les festivals à rigueur, mais encore là... Mais en humour, on est plus poussé à se mélanger. Excuse-moi, et je pense que ça vient tout mélanger la hiérarchie, parce que quand tu es dans la même pièce, quelle autre personne, puis que tu as le même temps à faire, c'est la même affaire. Hein. Puis tu penses que c'est comme quelque chose qui est super positif, ou est-ce que ça a aussi des aspects un peu plus négatifs, justement, qu'il n'y ait pas cette... Moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore le milieu de l'humour. J'adore le milieu de l'humour. J'adore ça. Je trouve ça génial. Ben, je pense que c'est un beau milieu. Là. Clairement, c'est un milieu où est-ce qu'il y a de l'entraide. Là. On l'a vu vraiment avec tous les podcasts qui ont émergé. T'sais. Dès qu'il y a eu un podcast qui a fonctionné, on dirait que là, tout le monde a dit moi aussi, j'embarque dans le bateau. Puis ça a été une espèce d'entraide qu'on trouve pas nécessairement dans les autres milieux. Puis je pense que moi, je suis d'avis que c'est une raison pourquoi la télé ait autant de podcasts. Parce qu'en télé, il y a encore des guerres de réseau. Là. Il y a encore un TVA, tu passes par Radio-Canada. Et aussi, en télé, il y a des cases. Fait qu'il y a un nombre fini de projets. Tandis que les podcasts, et sur Internet, et sur YouTube, il y a un nombre infini de cases. Il y a un nombre infini de projets. Puis ça, je pense que c'est une confrontation idéologique qui fonctionne pas, ouais. Oui. Penses-tu que il y a du monde qui fonctionne à la TV et qui fonctionnerait pas sur Internet, mettons? Ça existe? Parce que c'est pas le même public, là, très clairement. Là. Ça me fait rire le public parce que moi, si j'aime quelqu'un, moi, te suivre. Moi, j'adore Louis-José Hood. S'il fait un podcast, moi l'écouter. S'il passe à la TV, moi l'écouter. S'il fait un film, moi l'écouter. Il y a aussi, quand tu aimes un artiste, tu suis le médium, peu importe. T'sais. Alors, le public, je pense que c'est une question publique. Je pense même plus que c'est une question, c'est pas les mêmes dirigeants, c'est pas le même processus. Moi, si tu vas en télé, moi, je pense que c'est pas, si on se plaint de la télé, c'est pas le public qu'il faut qu'il change, c'est les têtes dirigeantes avec comment ils font la télé. Ah, ben c'est un peu archaïque, là, cette méthode de pensée-là, de dire comme moi j'ai le contrôle sur ce qui va passer, puis je comprends que c'est eux autres qui ont des sous, là, mais tu sais, des fois c'est comme
pour moi, ça fonctionne pas. Là. Ça veut pas dire que parce que tu as l'argent, puis tu as le pouvoir, que tu as le bon goût, puis que tu as l'idée, en fait. C'est justement, laisse les créateurs créer. Là. Mais après, c'est eux autres qui prennent les risques. Fait que j'imagine que... C'est pas là, je connais pas beaucoup je connais pas beaucoup de gens qui investissent en télévision. Ouais, non, je comprends. Ben, je connais pas assez le milieu, fait que je veux pas m'embarquer là-dedans, mais tu sais... Une blague que je dis souvent, là, vu qu'on en a parlé avec Chercher Sam, c'est jamais arrivé, moi, que je vois quelqu'un dans la rue qui fait un peu d'argent. Tu fais, qu'est-ce que tu fais là? J'étais un producteur de télévision. Et là, mon projet n'a pas fonctionné et me voici dans la rue. C'est sûr qu'il a vu de même. Ils investissent l'argent des autres plus qu'autre chose. Là. C'est génial! Je remets pas ça en question. Mais je trouve ça fou que des fois, moi, j'investis mon propre argent, l'argent que je fais avec ma création, puis j'ai l'impression que je prends des risques, plus que certains producteurs, mais c'est l'argent public pour plante-toi! Moi, c'est des fois une critique que j'ai à la télévision québécoise. Oui, il y a des trucs géniaux, là. Elle est rarement géniale ou complètement pourrie. Elle est tout le temps bien. Dans le milieu, ouais. Yo, les projets, là, géniaux. Les projets les plus fun à regarder, c'est les géniaux puis les plus pourris. De quoi de nul, il y a de quoi de fascinant, de quoi de fascinant, de quoi de rare. Je prends un risque, même si c'est nul, au moins c'est quelque chose. Dans les choses nulles, mettons dans The Room. The Room, ça dit quelque chose. The Room, je sais pas si c'est un des films les plus ratés de l'histoire. Ça s'appelle The Room. C'est un gars qui s'appelle Tommy Wiseau. C'est un gars sur un coup de tête qui a décidé de faire un film, puis c'est raté. C'en est hilarant. Quand il l'a présenté, il a décidé de faire une comédie avec ça. Parce qu'il a fait le monde rit, fait qu'on va présenter. Mais c'était juste un film. Mais c'était un drame pour lui qui. Mais quand tu donnes du tien, quand tu prends un risque, ça donne. Mais des fois, j'ai l'impression, quand je vois la télévision québécoise, il y a des exceptions. Peut-être, il y a plein d'exceptions. Souvent. C'est bien. On settle pour le milieu. Ouais, fais un épisode weird, fais un épisode où c'est un plante-toi. Puis en bout de ligne, c'est pas grave. C'est pas grave si Hugo Dumas, il fait une chronique sur toi en disant que ton épisode n'est pas bon. Ouais, non, c'est des choses qui arrivent. Puis lui, il faut bien qu'il écrive. Lui aussi, il faut qu'il fasse de quoi. Ouais, il faut qu'il écrive. Il a décidé, il a pas aimé ça. Puis il a écrit, il a pas aimé ça. C'est correct. Il t'aime quand même, Hugo Dumas. Il a juste pas aimé ce que tu as proposé. C'est pas grave. Puis tu sais, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de... je sais pas, je pense qu'on haït ça se faire haïr. Là. Puis tu sais, je pense que des fois, comme on parlait au début... c'est le fun de se faire haïr par un certain groupe. Ouais, des fois, t'es comme... Que vous m'haïssez, vous autres? C'est parfait. C'est parfait. Mais tu sais, je pense que justement, ça fait partie du processus, comme on se parlait tantôt, que si au pire des pires, t'as pas aimé ça, peut-être que je peux me corriger la prochaine fois, puis juste faire mieux. Si on parle de littérature, un truc qui est génial aussi de littérature, c'est que c'est l'idée d'une seule personne. C'est ça qui est génial en télé. Ouais, c'est vrai que il y a l'éditeur après qui va dire non, ça passe pas ou ça passe. Encore là, mais tu discutes avec ton éditeur. Ton éditeur, ce qu'il veut, c'est le meilleur roman possible. Mais ça reste... Même si l'éditeur, il y a maximum 3-4 personnes. Au max. Télé, c'est une grosse machine. Voilà. Puis d'essayer d'argumenter avec la personne, des fois, ça peut être un petit peu plus dur. Là. Ça coûte moins cher à imprimer un livre. Voilà. Ça justifie mieux de faire comme mais moi, cette phrase-là, je la veux vraiment dans le livre. Mm-hmm. Dans Chercher Sam, il y a beaucoup... il n'y a pas tant que ça, en fait, mais je trouve que c'est fort les moments que Sophie Bienvenue l'utilise, qu'elle parle de musique, justement. Puis la chanson, tu l'entends parfaitement. Elle a parlé 2 fois dans la même page de Jean Leloup, là, Les Fourmis puis Le Dôme, qui sont probablement mes 2 chansons préférées là, de Jean Leloup. Le Dôme, je trouve que c'est tellement bien utilisé pour Chercher Sam, parce que ça parle de la marginalité, puis au final, qui est vraiment marginal, qu'est-ce que la normalité. Puis je me demandais, en fait, est-ce que tu considères être un électron libre? Est-ce que tu te considères marginal? Ou non. Non? Je constate que non. Je pense pas que j'écoute beaucoup d'art marginal. Je pense pas que je suis marginal. Non. Je connais des gens marginaux. Ils m'inspirent, les gens marginaux. Je ne considère pas que je suis quelqu'un de marginal. Je pense pas qu'un gars de 33 ans qui vit dans une maison, un bungalow à Longueuil, qui a... non, je me trouve pas marginal. Si moi je suis marginal, j'ai tavernacle. Il y en a qui sont plus loin maintenant sur l'échelle de la marginalité. Là. Puis, je me suis placé dans la vie. Là, je peux pas continuer à faire non, mais moi, là, non, comment Tom? Là. Je veux dire, c'est un gars en hoodie bleu avec des jogging. Je veux dire, on peut aller à la place Versailles, il y a pas mal de gens qui me ressemblent.
Puis le lien évident pour venir parler de Royal, je l'ai dit, en fait, on parle de sexualité dans les 2 livres. Oui, tous les livres. C'est ce que j'adore la littérature. J'adore le sexe dans la littérature. Ça nous permet en fait de voir le spectre complet de ce que c'est que la sexualité, justement. Là. C'est tellement varié. Il y a du monde qui ont une sexualité qui est complètement différente de la mienne, puis les uns des autres, en fait. Dans le cas de Chercher Sam, on a un protagoniste qui, tu sais, il vit dans la rue, il devrait être plus rough, mais il a cette sensibilité-là, puis il réfléchit vraiment, tu sais, à mener sa blonde, elle lui demande, avant même qu'il tombe dans la rue, en fait, là, sa blonde lui demande de la prendre sans protection, puis là, il est comme, hey, tu ça, puis là, il voit ça, elle se donne en entier à moi, puis il y a vraiment une réflexion qui est super calme, puis tu vois que c'est un gars qui est respectueux, puis dans le cas de Royal, c'est... Juste encore lancer des fleurs à Sophie. Des personnages masculins écrits par une femme extrêmement réaliste. Des personnages masculins réussis. Elle a bien écrit des personnages masculins. Chapeau à elle. Il n'y a pas de... on pourrait sentir comme une certaine haine envers... Ça aurait pu être écrit par Steve. En tant que l'homme, on est... Steve, bienvenue. Tu vois, oui, mais c'est sûr. C'est très bien écrit. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait pu être écrit par un homme. Les personnages masculins sont très bien écrits. Tu sais, plutôt dans Welbeck, c'est les personnages... un des trucs que j'adore de Welbeck, c'est que tous les personnages féminins sont des fantasmes. Je veux dire, c'est pas des êtres humains qui décrivent, c'est des fantasmes, parce que c'est le fun à lire. Les personnages dans Chercher Sam, très réalistes. Les personnages masculins, tu peux les croiser. Tu les as croisés, ces gars-là. C'est l'homme moyen, là, tu sais. Mais l'homme réaliste. Il y a des meilleurs hommes que ça, mais il y en a des bien pires. Là, voilà, puis c'est pas des fantasmes, c'est pas l'idée qu'elle se fait des hommes, c'est des hommes. Il y en a des de même. En fait, tous les personnages, ça devrait toujours être ça, qu'ils soient ancrés dans le réel. Pas toujours. Moi, j'adore. Ce que j'aime de l'art, c'est qu'il y a plein de propositions et c'est génial, les fantasmes. C'est génial quand c'est exagéré. C'est génial, les caricatures. C'est génial, les gros traits. On y va. Moi, j'aime ça, les films de Tarantino, que quand il tire sur quelqu'un, ça éclate, qu'il y a plein de sang. Même si dans la vraie vie, c'est pas ça une vraie balle. Ouais, non, je comprends ton point. C'est sûr que... c'est moi, ça, c'est comme si je suis quelqu'un de... Je cherche tout le temps, moi, à être très ancré dans je suis plus maniéré puis exagéré que toi, mettons. Ouais, non, c'est ça. Je pense que... mais effectivement, c'est pertinent quand même d'avoir des personnages... les stéréotypes, ils existent nuancés, pour une raison. Là. Ou nuancés, dans le cas de Sophie. Bienvenue, c'est le contraire, sont nuancés, puis c'est parfait comme ça. Là où est-ce que je veux en venir, c'est que le personnage de Royal, c'est carrément le contraire. Là. C'est quelqu'un qui vit dans une famille aisée, qui n'a jamais manqué de rien. Qui manquera jamais de rien. Qui devrait être, en fait, en principe, quelqu'un qui a eu une bonne éducation, puis qui devrait être plus respectueux avec les femmes. Puis là, tu vois, c'est exactement tout le contraire. On le voit, entre autres, à un moment où est-ce qu'il y a une relation qui est complètement toxique. Jean-Philippe Barry-Guerrard, il remplit un pari qui est assez exceptionnel, c'est celui de nous faire aimer quelqu'un qui est taillissable, quand même. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de traits de la personnalité du personnage principal qui sont dégueulasses, mais pourtant, tu finis quand même par... Ah, moi, j'ai aimé tout de suite. J'adore les personnages méchants, puis pas corrects. J'adore ça. Ben, c'est ça que j'allais te demander, parce que tu as choisi quand même 2 personnages relativement haïssables. Ouais, j'adore ça. C'est quoi le personnage parfait pour toi, le personnage principal? Ah, moi, j'aime toujours les personnages... moi, souvent, je m'attache aux personnages adjacents. OK. C'est pour ça que j'aime... j'aimais beaucoup... Moi, dans Chercher Sam, je vais toujours me souvenir de la mère. Dans Royal, j'aimais beaucoup... mais ça, c'est le personnage principal, pas beaucoup de place. Ça, je me trompe. Dans Plateforme, j'aimais beaucoup Valérie. J'aime les personnages secondaires, plutôt. OK. Je trouve que c'est... Il y a Cousin Fred, peut-être, que tu cherchais. Oui, Cousin Fred, j'avais oublié, c'est vrai, t'as raison. Fait que, je trouve que les personnages secondaires, souvent... c'est ce qui me fait tomber en amour avec une œuvre. J'aime beaucoup les personnages secondaires. Puis... J'aime beaucoup... ce que j'aime d'un personnage principal, avance l'intrigue. Puis fais-moi découvrir... Comme, pour moi, le meilleur sitcom de tous les temps, c'est Seinfeld. Parce que Seinfeld, c'est plus plate. Seinfeld, c'est salut. Moi, tous les gens autour de moi sont fucked up. Moi, je m'efface un peu. Ben, de toute manière, normalement, quand tu racontes une histoire, tout dépendant de quel genre de personne que tu es, mais tu vas pas être comme moi, j'étais allé à telle place, puis là, moi, je me sentais comme ça, puis là... Mais tu vas dire, il y avait tel gars dans le fil du Tim Hortons qui me tapait ses nerfs. Mais en tout cas, Royal, c'est un livre qui est phénoménal, tant qu'à moi. Comme je l'ai dit, la plume en général de Jean-Philippe Barry-Guerrard, tellement bon pour parler de la relation avec le pouvoir.
Une narration particulière, Ouais, à la deuxième c'est- personne singulier. C'est tout le temps. Il y a des dessus, c'est ça? Oui, c'est dessus tout le long. C'est fait. T'aurais pu choisir, je pense, n'importe quel livre de Jean-Philippe Berguerard parce qu'ils sont tous sublimes. Pourquoi Royal? Le premier que j'ai lu, premièrement, et j'ai adoré tout l'aspect du suicide. Je l'ai pas vu venir, parce que c'est pas un punch, là, mais c'en est un, mais ça Ouais, ne ruine pas le livre. assez rapide, là. Très rapidement, il veut se suicider. Et je trouve qu'il décrit tellement bien la dépression. Parce que c'est un gars qui veut se suicider, puis il pleure pas. C'est juste pas vraiment, me tuer. Indifférent. Là, Voilà ce qui est souvent comme on se sent quand on veut se suicider. Et c'est souvent pour qu'on le voit pas venir quand les gens se suicident. Parce qu'on que s'attend à ce que ça soit tout en éclat puis que la personne. ça existe, mais il y a aussi beaucoup de « Ah non, c'est ça que je m'en vais faire. » Ouais, c'est ça. J'ai acheté un sac là, sur Internet, puis juste, tu plugues ça. Là, Sa blonde qui panique puis qui fait « Ben voyons, lui, il comprend Il est pas la comme panique de sa blonde. » C'est génial. C'est, à mon avis, le meilleur moment du livre, c'est quand sa blonde découvre qu'il s'est acheté un sac pour se tuer. Et la confrontation de sa blonde, super réussie. Aussi, une des raisons pourquoi j'adore les trois romans de quoi en commun, excellent dialogue. Excellent dialogue. Particulièrement Sophie. C'est une excellente dialoguiste, pardonne-moi. JP aussi. Puis, tu vois, il y a comme. Il y a cette opposition-là. Tu sais, tu parles de ton moment préféré, que c'est avec sa blonde, mais il y a le moment avec la femme. Je dis la femme de ménage, mais en fait, je pense que c'est plus une nounou, en fait. Là. Elle est là depuis way back. Elle trouve, puis elle est comme. Ça va bien aller ton entrevue. Tu sais, c'est comme le dialogue super long puis super intense. Puis elle qui est comme non, tu sais, c'est justement souvent c'est peut-être juste ça que les gens ont besoin. Tu sais, une phrase bien simple qui est comme je comprends ce que tu vis. Puis là, tu s'en vas faire une entrevue pour une job. Là, c'est pas la fin du monde. Parce que sa blonde, elle veut tellement comme le rassurer. Puis là, il dit ouais, mais tu sais, c'est rien dans l'histoire du monde. Puis finalement, c'est ça qui le rend encore plus dépressif parce qu'il est comme je suis rien dans l'histoire du monde. Puis il est tellement mégalo, genre c'est tellement une mauvaise interprétation de qui ton chum est. Tu lui dis pas ça, là. Genre tu veux vraiment. Quoi que les mégalos, des fois, il faut leur dire qu'ils sont rien. Ouais, sauf qu'un mégalo dépressif, je sais pas. Bref, t'as raison. Belle nuance. Je sais pas à quel point c'est une bonne idée. Belle nuance. Il y a la course au stage, le travail de Jean-Philippe Berguerard de faire de la documentation, c'est assez incroyable. Là, dans le cas de Royal, c'est la course au stage. Puis il ramène tout à son expérience. Parce que c'est quoi la course au stage? C'est un acteur avant tout. Et aussi, c'est quoi être choisi? Un acteur, je pense que c'est la plus grande peur d'un acteur, c'est pas être choisi. Alors, j'ai l'impression, je peux me tromper, je parle pour lui. Oui, toute la documentation, mais pour l'émotion, il a fait « OK, mais comment je me sentais, moi, quand c'était les auditions du Katsu? Quand je devais je voulais être acteur. Puis le transposer dans un autre monde, je trouve ça génial. » Puis, il a fait Haute Démolition aussi, qui parle de ton milieu à toi. Ouais. Comment tu l'as reçu, ce livre? Je trouve que j'ai tout le bout par rapport à l'humour, c'était réussi, j'aimais ça. Je trouve que c'est bien écrit, je trouve que c'est une belle histoire. L'interfictionnalité aussi, c'est là, dans Haute Démolition, je me rappelle plus trop, mais tu sais, tous les personnages qui reviennent, là, c'est moi, j'adore cette idée. Le personnage principal revient dans Manuel la vie sauvage, ben oui. Puis l'actrice de Sport et Divertissement, ben en tout cas, Oui. son amie blonde Estelle est dans Sport et Divertissement, puis elle revient à un certain moment, puis on peut présumer, en fait, je crois que l'actrice avec qui il couche, c'est l'actrice cool, de Sport et Divertissement. Ouais. Fait que tu sais, moi, ça, c'est comme quelque chose que j'apprécie beaucoup dans une œuvre quand tu as l'impression que c'est son univers, puis c'est pas des univers parallèles, c'est vraiment le même. Là. Dans Haute Démolition, j'ai pas, je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'il l'a fait. Mais c'est un livre qui est super bien réussi aussi. Royal, ça parle du pouvoir. C'est quoi ta relation, toi, avec le pouvoir? Ça me fascine. Je trouve ça fascinant, le pouvoir. J'aime comment le pouvoir corrompt. J'aime comment le pouvoir séduit. Et j'aime quand on se dit tous, ouais, le pouvoir est dans les mains des autres est terrible, mais dans les miennes, ça va bien aller. Puis sinon, c'est une des raisons, je pense, pourquoi ça va tout le temps mal. Si on se dit, non, moi, ça va être correct. Ouais. Moi, je serais pas corrompu, je trouve ça génial. Tu penses que tu serais corrompu, toi? Convaincu. Ouais. Convaincu. Tu le recherches-tu, le pouvoir? Ou bien pas? sûr. Ouais. Je veux le plus de pouvoir sur ma vie possible. C'est pour ça que c'est mon propre studio, c'est pour ça que j'ai mes propres projets. Je veux le plus de pouvoir possible. C'est pour ça que j'aime le stand-up, c'est que tu as du pouvoir au maximum. C'est toi qui parles, c'est toi qui décides ce que tu dis. J'adore le pouvoir. C'est pour ça que je trouve ça super important. Je déteste que des gens aient du pouvoir sur moi. Tu mentionnes le pouvoir sur toi, par exemple. Je pense que des cas comme le personnage de Royal, c'est pas le pouvoir sur eux puis sur leur vie qu'ils veulent avoir, c'est plus un pouvoir
sur les autres, là, avoir une grippe sur la société en général. Là. Mais tu peux voir sur les autres. C'est curieux, c'est tout mélangé, hein, parce que si tu contrôles les autres, t'es sûr qu'ils te contrôleront pas. Hein. Ouais, ça c'est Généralement, pas grand monde qui dit à Staline quoi faire. Ouais, sûrement pas. Puis ceux-là qui se sont essayés, probablement que ça n'a pas bien marché. Non, ben, en tout cas, j'étais curieux parce que le pouvoir, je pense qu'on se dit tout qu'on le recherche pas. Tu sais, comme, Moi, je le recherche. tout, Moi, je le mais recherche. Personne va faire ce que tu viens de faire, de dire ouais, moi je le veux. Puis, Ben oui. C'est très difficile de sentir que les autres ont un pouvoir sur nous. ben, tu veux une grip quand même, sa réalité, tu sais. Mais de là à dire je veux le pouvoir, tu sais, il y a une connotation quand même négative, je pense, avec le mot pouvoir, mais tu sais, pourtant, tu sais, quand tu le prends au sens du verbe, c'est juste pouvoir. Tu sais, pouvoir faire quelque chose, pouvoir faire ce que je veux, en fait. Pouvoir ne pas faire quelque chose que ça me tente pas de faire. J'avais comme pas préparé de questions par rapport à Royal, mais je voulais juste en discuter, en fait. Je trouvais que c'était plus intéressant que d'avoir justement la formule super cordiale. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes dans ce livre? Là, moi, je suis pas avocat, puis je connais pas d'avocat. Alors, tout ce qui est relié à avocat, j'étais intéressé. Pour moi, j'étais plus, pour moi, c'est de la fantaisie. Ah, c'est comme ça. Mais ce que j'ai aimé du roman, c'est à quel point, oui, c'est des avocats, mais c'est des émotions qu'on peut, peu importe ton milieu, peu importe ton métier, peu importe ton âge, tu peux t'agripper. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a rapport au suicide, tout ce qui a rapport aux drogues. J'ai trouvé ça vraiment réussi. Les scènes de sexe sont vraiment bonnes. Je trouve ça bon, les scènes de sexe. Bravo. Très réussi, très cochon. Aussi une question de pouvoir. Il aime beaucoup posséder là, quand il baise. Ça, j'aime beaucoup ça. J'ai aimé l'écriture. On le répète, une narration à la deuxième personne du singulier. Beaucoup de tu, une espèce de truc omniscient. C'est cool, justement, parce qu'encore je parle du podcast que tu as fait avec Jean-Philippe Berguerra, mais c'est cool cette idée-là de séparer le moment où est-ce que c'est genre un pep talk, puis l'autre que c'est comme je suis en train de perdre le contrôle sur tout ça, puis tu t'en rends pas compte, mais là, quand il l'a dit, j'étais comme c'est tellement bien fait. Parce que dès le début, c'est un dessus, fait que là, t'es pas trop sûr. Moi, je trouvais que ça me heurtait. J'avais l'impression que j'étais ce personnage-là. C'est génial. Avant de l'entendre parler de ça, j'avais vraiment l'impression que c'était comme je vais te mettre le poids de ce que c'est qu'être cette personne-là. Fait que tu sais, là, tu te sens vraiment comme je suis pas de même, là, puis finalement, je trouve que son explication fait beaucoup plus de sens. Il a réfléchi un peu, c'est mieux que l'écrit. Un autre truc que j'aime beaucoup du roman, c'est. Qu'est-ce que j'allais dire? J'aime beaucoup. Ah oui, c'est une critique des riches. Je trouve qu'un truc qu'on peut retenir du livre, je sais pas si c'est voulu, mais un truc que moi j'ai retenu du livre, les riches et les gens en situation de pouvoir, on se dit souvent, c'est parce qu'ils sont plus intelligents. C'est parce qu'ils sont géniaux plutôt. Non. Non, c'est juste du monde qui ont... Bien placé. C'est un livre sur le fait que dans la vie, il faut se placer. Les contacts, puis tout cet aspect-là. J'aimais ça. Comme il dit, t'as beau être la personne la plus intelligente, mais si t'es le petit gars de Beauceville, ben t'as pas de relation, fait comme on s'en crée. Je trouve que le mépris est très drôle dans le livre. Le mépris du personnage principal est tellement bon. C'est tellement bon. J'ai beaucoup aimé ça. J'aime lire Le Mépris. Là. Un de mes romans favoris aussi, c'est Lolita de Nabokov. Okay. Et le personnage principal, qui est aussi le narrateur, méprise tout le monde. C'est quand même génial, un pédophile qui méprise tout le monde. C'est aussi cool, Lolita. Là. Ah ouais, tu méprises. OK, t'es un manipulateur qui méprise tout le monde. Génial. J'ai beaucoup aimé le mépris dans le roman de Jean-Philippe. J'ai aimé l'écriture. J'ai aimé les dialogues. Quel dialogue réussi. Son background de théâtre, ça ressort bien. C'est très cool de Jean-Philippe. C'est tout ce qui forme sa personnalité, j'ai l'impression que je le connais pas. Ça transparaît dans le roman. Alors, c'est un gars qui aime beaucoup le sport, ben il le met dans le roman. C'est un gars qui a l'air compétitif, il en parle dans ses romans. C'est un gars qui aime observer les autres, il en parle dans ses romans. Et aussi, tu l'as dit toi-même, ce qui est génial des romans de Jean-Philippe, c'est dans chaque roman, tu as un nouveau milieu. Il a commencé par le milieu qu'il connaissait, le milieu des jeunes actrices. Même encore là, c'est pas une jeune actrice. Je veux dire, Jean-Philippe, c'est pas une jolie actrice, mais c'est un peu plus proche de lui, puis il s'éloigne de plus en plus. Ben, quoique non, là, les humoristes, c'est un peu plus proche. Mais il se challenge tout le temps aussi, tu sais, même avec les humoristes. Puis dis pas n'importe quoi. Pour avoir j'ai beaucoup aimé Haute Démolition pour les scènes par rapport à l'humour. C'est très réaliste. Ben, je pense que ça paraît, tu sais,
Puis si tu veux t'embarquer dans un projet d'envergure comme celui-là, tu peux pas le faire à moitié. Puis, quand j'ai entendu qu'il a été faire de l'open mic, des choses comme ça, pour vraiment comprendre, je suis comme ça paraît tellement que tu... Il a plaidé, hein? Puis le gars était en prison. Non. J'aurais adoré ça, que ça soit vrai. J'étais comme... Mais non, en terminant, j'ai vraiment beaucoup aimé ta sélection. Je l'ai mentionné, tu as choisi 2 livres québécois. Je suis vraiment content avec ça. Welbeck, merci, pour vrai, c'est une belle découverte. Il est cool, hein? Ouais, il est cool. Il est confrontant. Oui, je l'aime beaucoup. Je dirais que sa littérature est cool, mettons. L'homme... J'aime comment il fume ses cigarettes. Il met ses cigarettes entre ses 2 doigts-là. Il est génial, j'adore ça. Et en même temps, j'ai beau pas aimer l'homme, ce qu'il dit par rapport à la laideur, puis je l'ai déjà entendu en entrevue qui mentionnait que lui, il veut se montrer vieillissant, il veut se montrer décrépit. Il y a quand même une esthétique là-dedans qui me plaît. Là, c'est pas quelque chose qui me déplaît complètement. Au contraire, je trouve que on parle beaucoup trop souvent des belles choses, puis pas nécessairement assez souvent de ce qui est laid. Puis pourtant, le monde est plus il y a laid beaucoup que de laideur, t'as raison. Fait que pour ça, je trouve que sa proposition est intéressante, sa plume est intéressante, puis ça m'a amené vraiment à quelque part où est-ce que je serais pas allé, parce qu'on dirait que j'avais comme un certain malaise, puis comme tu as dit, un certain mépris peut-être à son égard. Puis finalement, un homme vraiment intelligent. Sophie Bienvenue, c'était une super découverte. Tous ces romans de Sophie, on peut pas se tromper. Si tu veux un roman de Sophie, c'est bon. J'ai juste lu Chercher Sam, puis là, ils sont tous bons. Je t'écoutais parler tantôt, puis j'étais comme, faut que j'aille. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Puis Jean-Philippe Barry-Guerrard, même chose. Tous ces romans, pour moi, sont tous bons. Fait que... C'est 3 romans qui se lisent vite. Ouais. Ce que je veux dire par là que ça se lit vite, c'est que t'embarques rapidement, tu veux suivre l'intrigue, c'est vraiment un four, là. Welbeck, avec l'Inchipit, ça fait sans partant. Ouais. C'est long peut-être un peu plus que les 2 autres dans le développement de l'histoire, mais encore là, c'est bien maîtrisé, puis tu sens qu'il sait où est-ce qu'il t'amène. Chercher Sam, t'es direct en partant, là. C'est quelques pages, puis t'es à bout de souffle déjà. Royal, même chose. Vraiment 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir puis d'en parler avec moi. Puis à la prochaine. Plaisir.